murmure dans la forêt. Autrefois, avant l'existence des villes ou des empires, avant les cartes et les frontières, il n'y avait que de vastes forêts, des rivières calmes et des terres paisibles s'étendant au loin. Sur ces terres, de petits groupes de personnes vivaient simplement. Ces peuples étaient les premiers slaves. Personne ne sait avec certitude d'où ils venaient. Certains pensent qu'ils venaient d'au-delà des Carpates. D'autres pensent qu'ils avaient toujours vécu près des grands fleuves comme le Dniepr, le Don et la Volga. D'où qu'ils viennent, ils s'intégraient à la terre, vivant en harmonie avec la nature, proches de la terre, loin des rois et des dirigeants. Les premiers slaves ne bâtissaient ni châteaux ni grandes villes. Ils vivaient dans de petites maisons en bois et des villages. Leur vie était rude, mais ils connaissaient bien le territoire. Ils pêchaient dans les rivières, chassaient dans les forêts et cultivaient la terre. Les forêts leur fournissaient abri et bois. Les rivières leur fournissaient eau, nourriture et chemin. Ils vivaient proches les uns des autres, s'aidant de leurs voisins, partageant la nourriture et élevant des familles en paix. Ils parlaient différemment, mais parvenaient néanmoins à se comprendre. Leur langue était proche et leur mode de vie était quasiment identique. Ces peuples croyaient au pouvoir de la nature. Ils observaient le ciel, le vent et les arbres. Ils racontaient des histoires de dieux vivant dans les nuages ou dans les profondeurs de la terre. Perun, le dieu du tonnerre, était fort et puissant. Il faisait de simples offrandes à ces dieux, demandant la pluie, de bonnes récoltes et la protection contre le danger. Il ne construisait pas de grands temples. Il priait plutôt près des arbres, des rivières et des pierres. La nature était leur église, et ils la traitaient avec un profond respect. Il n'y avait ni roi ni armée. Les gens vivaient en tribus, chacune avec son propre chef. Ces chefs étaient choisis pour leur sagesse ou leur force. Ils aidaient à régler les conflits et s'assuraient que chacun soit traité équitablement. Mais le pouvoir était limité. Personne ne régnait sur beaucoup d'autres. La plupart des gens prenaient les décisions ensemble. La vie s'écoulait au rythme des saisons. Au printemps, ils plantaient. En été, ils récoltaient. En automne, ils récoltaient. En hiver, ils se reposaient et racontaient des histoires au coin du feu. Ces histoires se transmettaient de parents à enfants et d'aînés à jeunes. C'est ainsi qu'ils se souvenaient de leur passé et expliquaient le monde qui les entourait. Parfois, des étrangers arrivaient. Certains pour commercer, d'autres pour prendre. Le territoire était vaste, et tous les voisins n'étaient pas pacifiques. Les slaves apprirent à se défendre. Ils fabriquaient des armes simples en bois et en fer. Ils construisaient des murs de terre et de rondins autour de leur village. Ils restaient unis face au danger. Bien que n'étant pas guerriers par nature, ils étaient courageux lorsqu'il le fallait. Ils se battaient non pour le pouvoir, mais pour protéger leur foyer. Le monde extérieur changeait, mais au cœur des forêts, la vie restait quasiment la même. Ces premières années furent calmes, mais pas vides. Dans ces petits villages, les idées germaient. Les traditions se formaient, un mode de vie commun prenait forme. Bien que les gens ne se nomment pas encore russes, ukrainiens ou biélorusses, leurs racines étaient déjà solides. Elles allaient donner naissance à quelque chose de bien plus grand. Dans les forêts paisibles et les douces rivières, les premiers murmures d'une future nation se faisaient entendre. Personne ne le savait alors, mais les graines d'un empire avaient été semées. Ce fut le commencement, non pas par une bataille ou un trône, mais par un village, un feu et une histoire racontée sous les étoiles. Tout commença dans la forêt, où le vent portait les voix du passé, et où chaque arbre se dressait comme un témoin silencieux de ce qui allait arriver. Tonnerre du Nord, loin dans les terres froides du Nord, près des mers glacées et des fjords profonds, vivait un peuple appelé les Varegs. D'autres les appelaient Vikings. Ils étaient grands, forts et habiles à la voile. Leurs longs navires pouvaient traverser les fleuves et les océans à grande vitesse. Leurs proues courbées, tels des dragons, permettaient de naviguer même en eau peu profonde. Les Varegs n'étaient pas seulement des guerriers, c'étaient aussi des commerçants, des explorateurs et des aventuriers. Ils voyageaient loin à la recherche de nouveaux territoires, en quête de marchandises, d'or et parfois de terre où s'installer. Un jour, ils tournèrent leur regard vers le sud.
Ils suivirent les rivières qui coulaient à travers forêts et collines, des fleuves comme le Dnieper et le Volkhov. Ces fleuves les conduisirent sur les terres des Slaves. Ces derniers vivaient dans de petits villages, cultivant la terre, chassant et élevant du bétail. Les Varegs ne vinrent pas pour tout détruire. Au début, ils vinrent pour commercer. Ils apportèrent des outils, de l'argent et de beaux tissus. En échange, ils prirent des fourrures, du miel, de la cire et parfois des hommes. Ce ne fut pas toujours pacifique. Parfois ils se battaient, parfois ils concluaient des accords. Avec le temps, les Varegs restèrent plus longtemps et certains décidèrent de ne pas retourner au nord. Les tribus slaves étaient souvent en conflit entre elles. Elles se disputaient la terre, la nourriture ou le pouvoir. On raconte qu'un jour elles envoyèrent un message aux Varegs. « Notre terre est riche, mais il n'y règne aucun ordre. Venez régner sur nous. » Que cette histoire soit vraie ou non, elle est devenue une légende. Un homme nommé Rurik, un chef Vareg, arriva avec ses hommes. Fort et intelligent, il s'installa dans une ville appelée Novgorod. Ce moment devint très important par la suite, car beaucoup le considérèrent comme le fondateur de la lignée régnante russe. Rurik gouvernait avec justice et force. Ses hommes contribuèrent à rétablir l'ordre parmi les tribus. Ils établirent des routes commerciales, protégèrent les villages et percevirent des tribus. Après la mort de Rurik, ses partisans poursuivirent son œuvre. L'un d'eux, Oleg, se dirigea vers le sud et prit le contrôle d'une grande ville appelée Kiev. Kiev était située sur le Dnieper, un lieu idéal pour le commerce. Oleg en fit le centre de leur nouveau territoire. Il la surnomma la mère des villes de la Russe. Ce fut le début de ce que l'on appellerait plus tard la Russe de Kiev. Les Varegs se mêlèrent aux Slaves. Ils épousèrent des femmes du pays, apprirent la langue et commencèrent à suivre les coutumes locales. Avec le temps, ils cessèrent d'être considérés comme des étrangers. Ils devinrent partie intégrante du peuple. Leurs navires étaient encore dans les mémoires, mais ils portaient désormais des manteaux de fourrure et vivaient dans des maisons en bois. Ils cessèrent les pillages et commencèrent à gouverner. Les deux cultures ne formèrent plus qu'une. Lentement et naturellement, la route commerciale la plus importante fut connue sous le nom de « route des Varegs aux Grecs ». Elle reliait la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud. Les marchandises en provenance du nord transitaient par les terres slaves jusqu'à la grande cité de Constantinople, où elles étaient vendues contre de l'or, de la soie et des épices. Le peuple de Russe s'enrichit grâce à ce commerce. Il apprit également des Grecs l'écriture, la religion et de nouvelles méthodes de construction. Cette époque était pleine de changements. Les tribus n'étaient plus de simples petits groupes dans les bois. Elles faisaient désormais partie d'un ensemble plus vaste. Elles avaient des chefs, des règles et des liens avec de puissantes cités lointaines. Les Varegs, autrefois venus de la mer comme des étrangers, avaient contribué à bâtir des fondations solides. Sans le savoir, ils avaient contribué à façonner l'avenir de tout un pays. Le tonnerre venu du nord n'était plus seulement le bruit de la guerre, c'était le bruit d'un nouveau départ. Les rivières qui transportaient autrefois de simples bateaux de bois portaient désormais des rêves de grandeur. La Russe grandissait. Et même si de nombreuses tempêtes l'attendaient encore, la terre avait retrouvé son rythme initial, rythmé par le battement régulier des rames, les doux murmures du commerce et les mains puissantes des hommes qui avaient autrefois navigué depuis la mer froide du nord. La route de Kiev, après la mort de Rurik, son disciple Oleg prit le pouvoir. Oleg n'était pas seulement un guerrier, c'était aussi un chef intelligent et courageux. Il avait une vision importante. Il savait que si la Russe voulait se renforcer, elle avait besoin d'un meilleur endroit où régner. Novgorod était une bonne ville, mais située loin au nord. Elle était difficile d'accès depuis d'autres endroits. Oleg voulait aller vers le sud. Il voulait s'emparer d'une ville riche et propice au commerce et au voyage. Cette ville était Kiev. Kiev était déjà une ville ancienne et importante. Elle était située au bord du large fleuve Dniepr. Les commerçants y venaient du nord, du sud et même de contrées lointaines. Le fleuve était comme une route. Les bateaux pouvaient le descendre vers la mer Noire et atteindre la grande cité de Constantinople. Oleg savait que s'il contrôlait Kiev, il pourrait contrôler le commerce.
Il pourrait enrichir et accroître la puissance de la Russie. Oleg rassembla ses hommes et marcha vers le sud. Il rencontra peu de résistance. À cette époque, Kiev était gouverné par d'autres Varegs, arrivés plus tôt. Oleg prit la ville et l'unifia à Novgorod. Puis il prononça une phrase célèbre. « Que cette ville soit la mère des villes de la Russe ». Ce n'était pas seulement une déclaration forte, c'était un tournant. Avec Kiev comme nouveau centre, la Russe allait connaître une croissance rapide. Depuis Kiev, Oleg s'efforça de contrôler davantage de tribus. Certaines s'y joignirent de leur plein gré, d'autres durent être convaincues par la force. Mais Oleg était prudent. Il souhaitait la paix autant que possible. Il tissait des liens et demandait un tribut. En échange, il offrait sa protection. Cela l'aida à bâtir un réseau solide. Lentement, le pays s'unifia. Les gens commencèrent à se considérer non plus comme des tribus séparées, mais comme faisant partie d'un tout plus vaste. Kiev connut une croissance rapide. Les marchés regorgeaient de marchandises. On y venait de loin pour commercer. On pouvait y trouver des fourrures du nord, du miel et de la cire des forêts, et de l'argent de contrées lointaines. On y trouvait des épices, des tissus raffinés, et même des pièces de monnaie frappées d'écritures étrangères. Les rues de Kiev s'animaient de voix parlant de nombreuses langues. La ville était vivante et pleine d'énergie. Ce n'était plus seulement une ville au bord d'un fleuve, c'était un centre de pouvoir et d'espoir. La route de Novgorod à Kiev devint plus qu'un simple voyage. Elle devint un chemin de changement. En progressant vers le sud, Oleg apporta de nouvelles idées, de nouveaux modes de gouvernement et un sentiment d'unité. Les Varegs, autrefois navigateurs et guerriers, avaient désormais contribué à façonner un territoire peuplé de nombreux peuples en un État unique et en pleine expansion. Ils n'avaient pas bâti ce pays avec des murs de pierre ou de grands palais, mais grâce au commerce, aux relations et à la confiance. Leur force ne résidait pas seulement dans leurs épées, mais aussi dans leur capacité à diriger avec sagesse. Oleg voulait également démontrer la force de la Russe. Il envoya ses navires descendre le Dniepr jusqu'à Constantinople. Là, il conclut la paix avec le grand empire byzantin. On raconte qu'il suspendit son bouclier aux portes de la ville en signe de respect et de puissance. Un traité fut conclu qui permit à la Russe de commercer plus librement. Cela apporta davantage de richesses et fit connaître le nom de la Russe au-delà des mers. Les actions d'Oleg posèrent les bases de tout ce qui suivit. Kiev resta le cœur de la Russe pendant de nombreuses années. D'autres princes s'élevèrent, certains grands, d'autres cruels, mais tous suivirent la voie tracée par Oleg. Une voie reliant les forêts aux rivières, les villages aux villes et les peuples à un avenir dont ils n'avaient jamais rêvé auparavant. Le voyage vers Kiev n'était pas seulement un déplacement, c'était la naissance d'un nouveau chapitre. C'était la première étape vers la construction d'un territoire qui deviendrait un jour un empire. Et tout commença avec un dirigeant intelligent, un fleuve puissant et un rêve qui s'étendait bien au-delà des arbres du Nord. Baptême et Byzance. Les années passèrent et la Russe continua de s'étendre. De nouveaux villages se rassemblèrent sous la domination des princes de Kiev. Le commerce enrichit les villes et les gens arrivèrent de partout. Mais une chose manquait encore. Les gens croyaient aux anciens dieux de la nature. Certains priaient le ciel, d'autres les rivières ou les arbres. Leurs dieux étaient forts dans leur esprit. Mais chaque tribu avait des croyances légèrement différentes. Il n'existait pas de religion unique pour les unir tous. Il était donc plus difficile de préserver l'unité du territoire. Un chef nommé Vladimir décida qu'il était temps de changer les choses. Vladimir était un prince de Kiev. Au début, il était un adepte des traditions ancestrales. Il érigeait des statues pour de nombreux dieux et croyait en leur pouvoir. Mais il commença à percevoir que le monde était en train de changer. Il souhaitait que la Russe soit plus forte, non seulement par l'épée ou le commerce, mais aussi par la foi. Il observa les autres pays et constata qu'ils étaient unis par la foi. Il pensait que si son peuple suivait une seule vraie religion, il serait uni et respecté par les autres nations. Vladimir envoya donc des messagers. Il leur demanda de visiter d'autres pays et d'en apprendre davantage sur leur religion. Certains allèrent chez les musulmans, d'autres chez les juifs,
d'autres encore chez les catholiques d'Occident et d'autres encore chez les chrétiens orthodoxes de l'Empire byzantin. À leur retour, les messagers firent leur rapport. Ils dirent qu'elle était si belle qu'ils ne savaient plus s'ils étaient au ciel ou sur terre. Ils y ressentirent quelque chose de sacré, de puissant et de paisible à la fois. Vladimir écouta attentivement. Il savait que l'Empire byzantin était riche et sage. Il comptait des dirigeants forts, des bâtisseurs intelligents et des écrivains talentueux. Il savait aussi que l'Église orthodoxe était ancienne et respectée. Si la Russe adhérait à cette foi, cela pourrait rapprocher son peuple. Il fit donc son choix, il deviendrait chrétien. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour son peuple. En 988, Vladimir se rendit à Chersonèse, en Crimée. Il y fut baptisé dans la foi chrétienne orthodoxe. Ce fut un moment important. Cela changea non seulement sa vie, mais celle de toute la nation. De retour à Kiev, il donna un ordre ferme. Tout le peuple devait être baptisé dans le Dniepr. De nombreuses personnes vinrent. Des familles entières se jetèrent ensemble dans l'eau. Certains hésitaient, mais faisaient confiance à leur prince. Ce jour-là, des milliers de personnes devinrent chrétiennes. Les anciennes statues des dieux furent démontées. Certaines furent jetées à la rivière. Ce fut un changement difficile pour beaucoup, mais Vladimir contribua à le faciliter. Il construisit des églises. Il invita des enseignants et des prêtres de Byzance. Ils apportèrent des livres, des œuvres d'art et des connaissances. Ils enseignèrent au peuple la Bible, de nouvelles écritures et la vie chrétienne. Un nouvel alphabet, appelé cyrillique, fut utilisé pour traduire les textes sacrés en langue slave. Cela permit à davantage de personnes d'apprendre et de comprendre. Kiev commença à changer. La ville vit apparaître de nouveaux bâtiments ornés de coupoles et de croix. Les gens se rassemblèrent dans les églises plutôt qu'autour des anciens sanctuaires. Musique et prière emplissaient l'air. Les enfants apprirent à lire et les moines commencèrent à copier des livres à la main. Cela apporta un plus grand savoir au pays. La foi orthodoxe apporta également aux Russes bien plus que du savoir. Elle leur permit de tisser des liens plus étroits entre eux et avec le monde. En choisissant la foi byzantine, Vladimir avait lié la Russe à un grand empire. Cela favorisa le commerce, l'amitié et la paix. D'autres dirigeants commencèrent à considérer la Russe comme une véritable puissance. Le peuple russe partageait désormais non seulement des terres et des dirigeants, mais aussi une même croyance. La religion devint un lien puissant entre les tribus, les familles et les villes. Ce moment n'était pas seulement une question de foi. Il était question d'unité. Il était question d'identité. Des eaux calmes du Dniepr naquit une nouvelle Russe, dotée d'un cœur, d'une âme et d'une mission grandissante. Ce fut le début d'une histoire plus profonde, façonnée par la lumière, la prière et l'espoir. L'âge d'or de Kiev, après le baptême de la Russe, tout commença à changer plus rapidement. Des églises furent construites à travers le pays. Les gens priaient ensemble. Les enfants apprirent à lire. Le commerce se développa et de nouvelles routes furent construites. La ville de Kiev devint grande et dynamique. Elle n'était pas seulement le centre du pouvoir, elle devint le cœur d'une nation en pleine expansion. Sous la direction de dirigeants forts, en particulier du prince Yaroslav, la Russe connut une ère de paix, de prospérité et de savoir. Nombreux sont ceux qui appellent aujourd'hui cette époque l'âge d'or de Kiev. Yaroslav le sage régna après Vladimir. Il croyait que l'éducation et les lois étaient aussi importantes que les soldats et l'épée. Il souhaitait que son peuple soit instruit. Il fonda des écoles et fit venir des livres d'autres pays. Il édicta des lois pour régler les conflits équitablement et maintenir la paix entre les peuples. Ces lois furent écrites et partagées. C'était la première fois que de nombreux peuples de Russes vivaient selon les mêmes règles. Cela contribua à instaurer l'ordre et la confiance. Sous Yaroslav, de nouvelles églises furent construites, dont la magnifique cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Ses coupoles dorées brillaient au soleil. À l'intérieur, les murs étaient couverts d'œuvres d'art représentant des scènes d'histoire sainte. Ces lieux n'étaient pas seulement destinés à la prière, c'étaient aussi des lieux d'apprentissage. Les moines y travaillaient, recopiant des livres à la main. Ils écrivaient dans le nouvel alphabet et contribuaient à préserver le savoir pour l'avenir.
Cela apporta la sagesse à la Russe et contribua à la relier aux autres terres chrétiennes. Le commerce apportait également une grande richesse. Kiev se situait entre le nord et le sud, entre l'Europe et l'Asie. Les commerçants arrivaient par voie fluviale et terrestre. Ils apportaient des tissus raffinés, des épices, de l'or et de l'argent. En échange, les Russes vendaient fourrures, miel et cire. Les marchés de Kiev grouillaient de voix venues de tous horizons. On entendait des gens parler différentes langues. On pouvait sentir les saveurs venues de contrées lointaines. C'était une ville pleine de vie et de couleurs. Yaroslav profita également du mariage pour nouer des amitiés. Il maria ses filles à des rois et des princes d'Europe. La Russe acquit ainsi un respect et des liens sur tout le continent. Ses enfants devinrent reines et nobles dans des lieux puissants. La Russe n'était plus une terre d'étrangers. Elle faisait désormais partie du grand monde. À cette époque, les gens se sentaient en sécurité. Les villages s'étendaient, les champs donnaient de bonnes récoltes, les routes étaient plus sûres pour les voyageurs, les artistes sculptaient et peignaient. Les constructeurs construisaient des maisons en pierre et en bois. Les vêtements devenaient plus élégants. La vie n'était pas facile, mais elle était meilleure qu'avant. Les gens gardaient espoir. Ils croyaient que leur terre était forte et bénie. Mais même durant cette période faste, tout n'était pas parfait. Certains étaient encore très pauvres. Tout le monde ne savait pas lire. Certaines tribus se disputaient encore, mais ces problèmes étaient moins importants qu'avant. Le peuple était fier de ses dirigeants. Il considérait Kiev comme une grande ville et était convaincu que son avenir était prometteur. Yaroslav régna de nombreuses années. À sa mort, il laissa derrière lui un pays riche, bien plus que de l'or. Il y régnait le savoir, l'art, la foi et le droit. Il tenta de partager le territoire entre ses fils afin qu'ils règnent ensemble en paix. Mais après sa mort, les troubles revinrent peu à peu. Malgré tout, l'époque de Yaroslav resta un moment privilégié. Son règne fut considéré comme une époque où la Russie était unie et forte. L'âge d'or de Kiev fut un chapitre brillant de l'histoire de la Russe. Il montra ce qui était possible lorsque les peuples travaillaient ensemble, lorsque les dirigeants se souciaient du savoir et de la paix, et lorsque le commerce et la foi étaient partagés par beaucoup. Ce fut une époque de lumière, de croissance et de promesses. Même si des tempêtes surgirent plus tard, le souvenir de cette époque dorée perdura dans les chants, les récits et les murs de pierre des grandes églises. C'est à cette époque que Kiev devint véritablement une grande ville. Elle se dressait fièrement le long du fleuve, ses dômes pointant vers le ciel. Elle accueillait le monde, partageait ses richesses et nourrissait de grands rêves. Et même des siècles plus tard, on se souviendrait de cette époque comme de l'instant où la Russe se dressait fièrement, paisible et pleine de vie. Fissure dans la couronne, après les années paisibles et prospères sous Yaroslav le Sage, la situation en Russe commença lentement à changer. À sa mort, Yaroslav légua ses terres à ses fils. Il souhaitait qu'ils partagent le pouvoir et gouvernent ensemble. Mais chacun d'eux voulait plus de terres, plus de gens et plus de pouvoir. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Bientôt, des conflits éclatèrent entre eux. Frères se retournèrent les uns contre les autres. Au lieu de rester unis, la Russe commença à se fragmenter. Au début, le peuple espérait que les combats cesseraient rapidement, mais ce ne fut pas le cas. Lorsqu'un prince mourait, ses fils se disputaient également le pouvoir. Le même phénomène se reproduisait sans cesse. Le système de passation de pouvoir d'un souverain à l'autre était appelé le système de rotation. Il se voulait juste. L'aîné de la famille devenait le prochain souverain, tandis que les autres attendaient leur tour. Mais dans la réalité, cela causa des problèmes. Les princes se déplaçaient d'une ville à l'autre, cherchant à occuper de meilleures positions. Ils ne voulaient pas attendre. Ils voulaient régner maintenant. Cela provoqua colère, bataille et une profonde méfiance. Les villes de Russes commencèrent à se comporter comme des pays distincts. Chacune avait son propre prince, sa propre armée et ses propres projets. Certaines villes s'enrichirent plus que d'autres. Certaines possédaient de meilleures terres ou de meilleures routes commerciales. Les princes de ces villes gagnèrent en puissance. Ils ne voulaient plus suivre les ordres de Kiev. Même si Kiev restait le cœur de la Russe, son pouvoir s'affaiblissait.
Les habitants des villes lointaines cessèrent d'écouter le prince de Kiev. Ils se préoccupèrent davantage de leur souverain local. Cela facilitait les attaques extérieures contre la Russe. Les tribus voisines et les ennemis constatèrent sa faiblesse et commencèrent à l'envahir. Des groupes comme les Petcheneg et les Polovtsiens arrivèrent du sud et de l'est. C'étaient de puissants cavaliers et guerriers. Les princes de la Russe étaient souvent trop occupés à se battre entre eux pour les arrêter. Parfois, ils concluaient même des accords avec les envahisseurs pour combattre d'autres princes. Ces choix aggravaient la situation pour tous. Le commerce commença également à ralentir. Les routes n'étaient plus sûres. Les marchands craignaient d'être pillés ou pris dans des batailles. Les villes qui autrefois travaillaient ensemble se faisaient désormais concurrence. La puissance commune de la Russe commença à s'estomper. La belle unité de l'époque de Yaroslav n'était plus qu'un souvenir. L'âge d'or s'éloignait peu à peu. Le peuple ressentit ce changement. Dans les villages et les villes, la vie devint plus dure. Lorsque les princes se battaient, c'était le peuple qui souffrait. Les récoltes étaient brûlées, les maisons pillées et les familles se retrouvaient sans rien. La confiance envers les dirigeants commença à s'effriter. Les gens aspiraient à la paix, mais celle-ci était difficile à trouver. Il y avait trop de princes, trop de batailles et trop peu d'attention portée au peuple. Même l'Église, qui avait autrefois contribué à rassembler les peuples, ne parvint pas à mettre fin au combat. Évêques et prêtres tentèrent d'instaurer la paix, mais de nombreux princes les ignorèrent. Certains continuèrent à construire des églises et à donner de l'argent à l'Église, mais ils le firent davantage pour affirmer leur puissance que pour rapprocher les peuples de Dieu. L'esprit d'unité s'affaiblissait. Pourtant, le souvenir de ce qu'avait été la Russe demeurait vivace. Les gens se souvenaient des jours paisibles de Yaroslav. Ils racontaient des histoires de princes sages, de marchés bondés et de routes paisibles. Ces souvenirs entretenaient l'espoir. Mais pour l'instant, le pays résonnait de bruit, cris, marches et bruits d'épée. Alors que les fissures dans la couronne s'élargissaient, nul ne pouvait prédire l'avenir. Le rêve d'une Russe unie s'effondrait. Les villes étaient isolées. Les princes régnaient dans la peur. Et bien au-delà des forêts et des rivières, de nouveaux dangers surgissaient, des dangers plus grands que tout ce que le peuple de Russe avait jamais connu. Le temps de la paix était révolu. Un chapitre plus sombre commençait, ce qui était autrefois un tout était désormais divisé. Et dans cet espace entre unité et chaos, l'histoire commença à tourner. Le pays attendait. Le peuple observait. Et loin à l'est, une tempête approchait. Cavaliers de l'Est, tandis que les princes de Russe s'affrontaient. Loin à l'Est, une grande puissance émergeait. Ces nouveaux peuples ne ressemblaient pas à ceux que la Russe avait affrontés auparavant. Ils étaient rapides, intrépides et bien organisés. Ils venaient des vastes prairies des steppes. C'étaient les Mongols. Ils vivaient à cheval, se déplaçaient rapidement et pouvaient parcourir de grandes distances en peu de temps. Entraînés au combat dès leur plus jeune âge, ils suivaient leur chef sans poser de questions. Aucune ville ni aucun royaume ne les avait arrêtés jusqu'alors. Les Mongols étaient dirigés par un homme nommé Genghis Khan. Fort, intelligent et doué pour remporter des batailles, il unifia de nombreuses tribus et créa l'une des armées les plus puissantes que le monde ait jamais connues. Ces soldats usaient d'astuces. Parfois, ils feignaient de fuir, puis se retournaient et attaquaient lorsque l'ennemi les poursuivait. D'autres fois, ils encerclaient une ville et attendaient que les habitants capitulent. Les Mongols étaient des planificateurs avisés et perdaient rarement. Au début, le peuple russe ne s'inquiéta pas. Les Mongols semblaient loin. Mais en 1223, tout changea. Les princes russes apprirent l'arrivée des Mongols. Certains décidèrent de s'unir et de combattre. Ils amenèrent leurs armées jusqu'à la rivière Kalka, espérant arrêter le nouvel ennemi avant qu'il n'atteigne leur ville. Au début, tout se passa bien. Les forces russes repoussèrent les Mongols. Mais ces derniers utilisèrent ensuite un de leurs plans astucieux. Ils firent demi-tour et attaquèrent de toutes leurs forces. Les Russes n'étaient pas prêts. La bataille tourna au désastre. De nombreux princes furent tués. Les autres s'enfuirent pour sauver leur vie. Les Mongols gagnèrent facilement, mais, à la surprise générale, ils partirent. Ils ne restèrent pas et ne tentèrent pas de conquérir des terres. C'était comme s'ils étaient venus simplement pour tester la force de la Russe. Le peuple fut choqué, mais
Les Mongols étant partis, beaucoup pensèrent que le danger était passé. Ils retournèrent à leur vie normale, oubliant la leçon apprise. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette première bataille n'était qu'un avertissement. La véritable invasion n'aurait lieu que bien des années plus tard. Les Mongols n'en avaient pas fini. Ils attendaient, apprenaient et devenaient plus forts. Pendant ce temps, les combats entre les princes russes continuaient. Le territoire restait divisé et personne ne se préparait à la prochaine attaque. Les Mongols revinrent à la fin des années 1230. Cette fois, ils arrivèrent en force, menés par Batu Khan, le petit-fils de Genghis Khan. Ils avançaient rapidement, incendiant les villes et semant la destruction. Ils attaquèrent d'abord Ryazan. La ville était forte, mais ne put tenir. Elle fut détruite. Puis vinrent Kolomna, puis Moscou, puis Vladimir. Chaque ville tenta de se battre, mais les Mongols étaient trop puissants. Ils utilisèrent le feu, la peur et la force. Personne n'était à l'abri. En 1240, ils atteignirent Kiev. La grande cité, autrefois cœur de la Russe, traversait alors ses jours les plus sombres. Les Mongols l'encerclaient. Le peuple tenta de se battre, mais les murs ne purent arrêter la tempête. Kiev fut incendié. De nombreuses personnes périrent. Les églises, les maisons et les marchés furent réduits en cendres. La ville, qui accueillait autrefois commerçants et voyageurs, était désormais silencieuse. Après la prise de Kiev, les Mongols ne restèrent pas. Ils retournèrent au sud et bâtirent leur propre ville, Saraï. De là, ils régnèrent sur les terres russes sans y vivre. Ils exigeaient un tribut, argent, biens et respect. Tout prince souhaitant régner devait d'abord s'adresser aux Mongols. Il devait s'incliner, offrir des cadeaux et obéir aux ordres. Cette époque fut appelée le joug mongol. C'était une époque de peur, de représailles et de silence. Les princes régnaient encore sur leur cité, mais seulement avec la permission des Mongols. Le peuple de Russe avait perdu son pouvoir. Les cavaliers venus de l'Est avaient changé leur monde à jamais. La tempête était là, et elle ne passerait pas de sitôt. L'avenir serait façonné par cette période sombre et douloureuse. Malgré l'ombre qui couvrait désormais la Russe, l'espoir ne s'éteignit pas entièrement. Dans les villages reculés, autour des foyers, les anciens racontaient les histoires d'un temps plus libre. Les mères berçaient leurs enfants en murmurant des prières. Dans les monastères, les moines recopiant les anciens textes préservaient la mémoire du peuple. L'âme de la Russe résistait, même silencieusement. Les Mongols, bien qu'absents physiquement, faisaient sentir leur autorité partout. Le tribut devait être payé sans retard. Chaque prince devait faire de longs voyages jusqu'à la cour du Khan pour recevoir un document d'autorisation appelé Yarlik. Ce papier confirmait leur droit à gouverner, mais aussi leur dépendance. Aucun dirigeant local ne pouvait ignorer cette réalité. Afin de conserver leur titre, les princes se pliaient aux volontés de leur maître. Certains y voyaient une humiliation, d'autres une chance de survivre. Une coopération prudente s'établit. Quelques familles nobles commencèrent à comprendre comment naviguer dans ce nouvel ordre. L'habileté politique devenait aussi essentielle que la force militaire. Parmi les nombreuses cités qui souffraient, certaines commencèrent discrètement à grandir. Moscou, plus éloignée des routes principales, souffrit moins des invasions. Grâce à sa position géographique et à l'intelligence de ses chefs, elle réussit à se développer. Le prince de Moscou se montra loyal envers les Mongols. Il payait ponctuellement et livrait les contributions demandées. Cela lui valut la confiance du Khan, ainsi que davantage de responsabilités. Moscou obtint le droit de collecter les impôts pour plusieurs autres villes. Ce pouvoir fiscal renforça sa richesse. Les terres grandirent, les murailles se renforcèrent. Le clergé, épargné par les envahisseurs, appuya aussi cette nouvelle force. La ville devint un centre religieux, accueillant les chefs spirituels de la Russe. Peu à peu, l'influence de Moscou s'étendit, sans épée, mais avec stratégie. La population, bien que soumise, continuait de croire en des jours meilleurs. La foi chrétienne orthodoxe offrait un refuge moral. Les cloches des églises sonnaient encore, les fêtes religieuses étaient maintenues. Le culte donnait un sentiment d'unité.
Ils rappelaient à tous leurs racines, leur langue et leur héritage. Les routes commerciales commencèrent à se rétablir. Les marchands voyageaient de nouveau, même s'ils devaient payer de lourdes taxes. Les échanges de fourrures, de céréales et de sel reprirent doucement. La terre pansait ses blessures. Le peuple s'adaptait aux règles, mais gardait au fond du cœur la volonté de changement. Les enfants grandissaient avec la mémoire des invasions, mais aussi avec la promesse de renouveau. Des petits groupes d'intellectuels et de chefs locaux parlaient discrètement de liberté. L'idée que la domination mongole n'était pas éternelle circulait timidement. Les douleurs passées enseignaient la patience. Les récits de Kiev rappelaient les erreurs à ne pas répéter. Dans les recoins des forêts, de nouveaux foyers s'installaient. Loin des regards, des familles rebâtissaient des fermes, cultivaient des champs, élevaient du bétail. Cette vie simple, isolée, conservait l'esprit d'indépendance. Chaque saison, chaque récolte renforçait leur attachement à la terre. Le joug mongol, bien qu'écrasant, n'avait pas brisé la volonté collective. Il avait retardé les ambitions, mais il n'avait pas effacé l'identité. La Russe attendait, observait, apprenait. Un jour, elle relèverait la tête. Et ce jour-là, elle saurait qui elle était, d'où elle venait et pourquoi elle ne pouvait plus rester soumise. Ainsi, sous le ciel gris de l'occupation, une lumière faible mais persistante brillait encore. Et même si la tempête continuait, chaque aube rapprochait le peuple d'un nouvel horizon. Le joug mongol, après la chute de Kiev, la vie en russe a profondément changé. Les Mongols ne sont pas restés dans les villes détruites. Ils sont retournés dans les steppes du sud et ont construit leur propre capitale, Sarai, près de la Volga. De là, ils ont régné sur le peuple russe pendant de nombreuses années. Cette période est connue sous le nom de joug mongol. Ce fut une période difficile et douloureuse. Le mot joug désigne une lourde pièce de bois utilisée pour maîtriser les animaux, et c'est ainsi que beaucoup se sont sentis contrôlés, accablés et privés de liberté. Les Mongols voulaient une chose par-dessus tout, le tribut. Cela signifiait argent, biens et respect. Chaque prince de Russe devait se rendre à Sarai pour demander l'autorisation de gouverner. Si le chef mongol, le Khan, remettait un document appelé Yarlik, le prince pouvait retourner gouverner son peuple. Mais il devait promettre de collecter des impôts pour les Mongols et d'envoyer des soldats si nécessaire. Les princes n'étaient pas libres. Ils ne gouvernaient qu'avec la bénédiction du Khan. Pour s'assurer que personne ne résiste, les Mongols utilisaient la peur. Si une ville tentait de riposter ou refusait de payer, elle était punie. Certaines villes furent à nouveau détruites. Les habitants se souvenaient de ce qui s'était passé à Kiev et avaient peur. La plupart n'essayèrent pas de se battre. Ils payèrent ce qu'on leur demandait et restèrent silencieux. Les Mongols laissèrent la population conserver sa religion, mais ils surveillaient tout de près. L'Église orthodoxe fut laissée tranquille, et de ce fait, elle devint l'un des rares éléments qui maintinrent la cohésion du peuple en ces temps difficiles. L'économie souffrit, le commerce ralentit, les routes étant devenues dangereuses. De nombreux champs furent désertés, certaines villes rapetissaient ou disparaissaient. Les habitants quittèrent les villes et se réfugièrent dans les forêts pour se cacher. Ils voulaient s'éloigner des cavaliers mongols et des collecteurs d'impôts. La vie devint calme et froide. La peur régnait dans chaque village. Le bruit des chevaux était souvent synonyme de problème. Mais au milieu de cette tristesse, un événement étrange se produisit. Certaines villes du nord et de l'est commencèrent à se développer, loin du centre du pouvoir mongol. Des villes comme Moscou, Tver et Souzdal commencèrent à s'élever. Moins touchées par les invasions, elles devinrent des lieux de rassemblement pour se sentir plus en sécurité. Peu à peu, ces villes gagnèrent en puissance et commencèrent à chercher de nouvelles façons de vivre sous la domination mongole sans tout perdre. Moscou, en particulier, était rusé. Ces princes travaillaient en étroite collaboration avec les Mongols. Ils payaient tribut ponctuellement et collectaient même de l'argent auprès d'autres villes pour le Khan. Grâce à cette loyauté, les Khans leur donnèrent davantage de yarliks et de terres. Les autres princes étaient furieux, mais ils ne purent l'arrêter.
Moscou se renforçait non par la guerre mais par son intelligence. Elle utilisait le système mongol pour bâtir son propre avenir. Les Mongols apportèrent également de nouvelles idées. Ils disposaient d'un système postal avec des chevaux qui accélèrent la transmission des messages. Ils avaient des règles en matière d'impôts et de commerce. Certains de ces systèmes furent copiés par les princes russes. Bien que craints, les Mongols laissèrent des traces. Avec le temps, les princes russes en tirèrent des leçons et s'en servirent plus tard pour bâtir leur propre empire. Le joug mongol dura plus de 200 ans. Ce fut une période longue et sombre, mais aussi une période de changement silencieux. Le peuple n'oublia pas qui il était. Il garda sa foi, sa langue et son espoir. La douleur était réelle, mais elle ne les brisa pas. La graine de l'unité était toujours vivante, enfouie sous le poids du joug. Un jour, le joug serait brisé, un nouveau chef s'élèverait et le peuple serait à nouveau uni. Mais avant que ce jour n'arrive, il fallait endurer, attendre et tenir bon. À l'ombre des Mongols, le cœur de la Russe battait encore, doucement, lentement et sûrement, attendant son heure de se relever. Malgré l'oppression quotidienne, la mémoire d'un passé glorieux restait présente dans les esprits. Les anciens racontaient aux enfants les légendes des princes courageux, des batailles contre les envahisseurs et des grandes villes d'autrefois. La flamme de l'identité ne s'éteignit jamais complètement. Les chansons, les prières et les traditions furent transmises avec soin, souvent en secret, pour ne pas attirer l'attention des surveillants mongols. Les monastères jouèrent un rôle essentiel pendant cette période. Loin des regards des seigneurs étrangers, ils devinrent des refuges pour la culture et la foi. Les moines y recopiaient les textes sacrés, les chroniques et les œuvres anciennes. Là, la langue slavonne, la pensée chrétienne et la sagesse populaire survécurent au silence imposé. Dans les campagnes, les paysans s'adaptèrent à la situation. Ils cultivaient discrètement, partageaient leurs récoltes avec prudence et se soutenaient mutuellement. Un réseau de solidarité se forma entre les villages, parfois protégés par de petits groupes de miliciens. La méfiance envers les autorités étrangères renforça les liens communautaires. L'union devenait une forme de résistance passive. Certains princes profitèrent de cette époque pour établir des alliances stratégiques. Au lieu de combattre directement les Mongols, ils choisirent d'agir avec ruse. Des mariages furent organisés avec d'autres familles influentes. Des accords secrets furent conclus pour protéger certaines régions. L'intelligence diplomatique remplaça la violence ouverte. À Moscou, l'administration se renforça. Le prince établit une cour plus stable, renforça l'organisation des impôts et développa des liens étroits avec le clergé orthodoxe. Ce soutien mutuel créa un sentiment d'ordre nouveau. La ville attira des marchands, des artisans et des érudits. Le développement de cette capitale naissante s'accéléra, discrètement mais sûrement. La population, bien qu'écrasée, ne perdit pas l'espoir. La prière devenait un acte de survie. Les icônes étaient vénérées avec ferveur. Les fêtes religieuses, même limitées, étaient célébrées avec dévotion. La foi offrait un réconfort que ni l'or ni les armées mongoles ne pouvaient détruire. Des routes secondaires furent créées pour éviter les contrôles. Des messages circulaient en cachette entre les différentes régions. Un sentiment d'identité commune, bien que faible, commençait à renaître. Le mot russe reprenait un sens profond. Ce n'était plus seulement un lieu, mais une idée, une promesse, une destinée à retrouver. Les Khans, bien qu'encore puissants, commencèrent à perdre leur emprise totale. Leurs querelles internes affaiblissaient leur autorité. Certaines expéditions devinrent moins fréquentes. Les exigences de tribus, parfois plus souples, offraient de petites brèches de liberté. Les princes les plus habiles en profitaient pour élargir leur pouvoir local. Peu à peu, des espoirs nouveaux naissaient. Des enfants grandissaient avec des récits de courage et des rêves de grandeur. Les injustices subies forgeaient leur caractère. Le silence imposé devenait une force intérieure. Chacun attendait, non pas sans douleur, mais avec une patience nourrie par l'histoire et l'espérance. Cette longue nuit n'était pas éternelle. À mesure que les siècles passaient, le monde changeait. Des signes annonçaient que l'époque des Mongols touchait à sa fin. Le peuple n'avait pas oublié son nom, ni sa dignité.
Il n'était pas resté figé. Il s'était transformé lentement en une force prête à renaître. Quand viendrait enfin le moment, ceux qui avaient grandi sous le joug seraient prêts. Ils connaîtraient la souffrance mais aussi la valeur de la liberté retrouvée. La graine enfouie au cœur de la terre germerait, et le peuple de Russes se relèverait plus uni, plus sage, plus fort. L'ascension silencieuse de Moscou, tandis que le reste de la Russe souffrait sous le joug mongol, une petite ville au milieu des forêts commença à se développer lentement. Il s'agissait de Moscou. Au début, elle n'avait pas une grande importance. Ce n'était qu'une des nombreuses villes du nord du pays. Mais sa situation géographique était particulière. Moscou était située à proximité de plusieurs rivières qui facilitaient le commerce, les voyages et les relations avec l'étranger. Les terres avoisinantes étaient arborées, ce qui contribuait à la protéger des attaques. Les Mongols s'enfonçaient rarement aussi loin dans les forêts denses, ce qui rendait Moscou plus sûr que bien d'autres villes. Les princes de Moscou étaient prudents. Ils ne combattaient pas ouvertement les Mongols. Au contraire, ils faisaient la paix avec eux. Ils obéissaient aux ordres et payaient leur tribut à temps. Parfois, ils aidaient même les Mongols à collecter des tribus auprès d'autres villes de la Russe. De ce fait, les dirigeants mongols commencèrent à faire confiance à Moscou. Ils accordèrent à ces princes davantage de pouvoir, de terres et de yarliks. Chaque année, Moscou se renforçait, non pas par la guerre, mais par des choix judicieux. L'un des premiers princes importants de Moscou fut Daniel. Il était le plus jeune fils d'un grand dirigeant nommé Alexandre Nevski. Daniel était sage et patient. Il gouvernait avec discrétion, construisait des églises et prenait soin de son peuple. Après lui, d'autres princes moscovites suivirent le même chemin. Ils conclurent des accords, se marièrent avec succès et achetèrent des terres. Petit à petit, la région autour de Moscou s'agrandit. D'autres villes commencèrent à s'en apercevoir. Certains étaient jaloux, mais ils ne purent rien faire. Moscou devint également le nouveau foyer de l'Église orthodoxe. Après la destruction de Kiev, les chefs religieux avaient besoin d'un lieu plus sûr. Ils se déplacèrent vers le nord et, avec le temps, firent de Moscou leur centre. Ce fut un tournant. Moscou n'était plus seulement un lieu politique, mais aussi spirituel. On y venait pour prier, s'instruire et nourrir l'espoir. L'Église témoignait un grand respect à Moscou. Cela fut d'autant plus bénéfique pour les princes, qui étaient désormais considérés non seulement comme des dirigeants, mais aussi comme des protecteurs de la foi. À mesure que Moscou s'installait, la ville commença à se transformer. Des marchés furent construits, les routes devinrent plus fréquentées, les remparts de la ville s'élevèrent et se renforcèrent. Des familles vinrent y chercher sécurité et travail. Les agriculteurs apportèrent leurs marchandises pour le commerce. La ville était encore calme comparée aux grandes villes du passé, mais elle était stable. Elle ne grandissait pas aussi vite que le feu, mais lentement comme un arbre. Et comme un arbre, ses racines s'enfonçaient profondément. Les princes de Moscou étaient intelligents sur un autre plan. Ils restaient unis. Tandis que les autres princes de la Russe continuaient à se disputer et à se battre, les souverains moscovites maintenaient la paix sur leur propre territoire. Ils planifiaient l'avenir. Ils économisaient de l'argent qu'ils utilisaient pour acheter davantage de villages et de terres. Lorsque d'autres princes rencontraient des difficultés, le prince de Moscou était souvent là pour les aider, parfois avec gentillesse, parfois avec des offres qu'il ne pouvait refuser. En collaborant avec les Mongols plutôt que contre eux, Moscou a évité les pires attaques. Cela lui a donné le temps de se préparer. Au fil des ans, son armée s'est développée. Ses murs sont devenus plus solides. Son peuple était fier. Il se souvenait des souffrances du passé, mais croyait aussi en un avenir meilleur. Avec le temps, il a commencé à se demander « Moscou pourrait-il redevenir le chef de toute la Russie ?» L'idée était encore discrète, comme un murmure. Mais elle était là, dans les églises, sur les marchés et dans les foyers. L'espoir revenait peu à peu. Moscou, autrefois petite ville cachée dans la forêt, prenait de l'ampleur. Elle devenait un symbole, une lumière dans l'obscurité, un signe que même dans les moments les plus difficiles, la force pouvait encore grandir. L'ascension de Moscou ne s'est pas faite de batailles bruyantes ni de discours audacieux. Elle s'est faite grâce à des esprits sereins,
des démarches prudentes et des choix judicieux. Tandis que d'autres tombaient, elle s'est dressée. Tandis que d'autres se disloquaient, elle a rassemblé les peuples. L'heure du changement était proche. Et lorsqu'il viendrait, Moscou serait prête. Son ascension silencieuse était presque achevée. Bientôt, sa voix ne murmurait plus. Elle parlerait au nom de toute la Russie, saint et stratège, alors que Moscou gagnait lentement en puissance et en taille. D'autres dirigeants de toute la Russie s'efforçaient également de protéger leur peuple et de préserver leurs terres. L'un des dirigeants les plus célèbres de cette époque était Alexandre Nevski, non seulement un guerrier courageux, mais aussi un homme sage, capable d'affronter le danger. Il vivait à Novgorod et devint un symbole de leadership avisé. On le surnommait un saint, car il défendait son pays avec courage et paix. Fort sur le champ de bataille, il l'était encore plus lorsqu'il s'agissait de faire des choix judicieux. Alexandre Nevski a mené de nombreuses batailles au cours de sa vie, mais il a toujours choisi les bons combats. Lorsque des ennemis venus de l'Ouest, comme les chevaliers teutoniques et les Suédois, s'en sont pris à la Russie, il les a arrêtés. L'une de ses victoires les plus célèbres fut la bataille de la glace. Il mena son armée sur un lac gelé et vainquit l'ennemi. Ce fut un combat froid et difficile, mais il remporta la victoire grâce à son habileté et à sa foi inébranlable. Le peuple l'aimait pour cela. Il était considéré comme le protecteur de la Russie et de l'Église orthodoxe. Mais Alexandre savait aussi que toutes les batailles ne se livraient pas forcément par les armes. Il comprenait la puissance des Mongols et savait qu'un combat direct avec eux ne ferait qu'engendrer davantage de morts et de pertes. Au lieu de cela, il se rendit dans leur capitale, s'inclina devant le Khan et demanda la paix. Il gagna leur confiance et ramena un yarlik qui lui permit de gouverner. Ce ne fut pas facile, mais cela sauva de nombreuses vies. Certains, à l'époque, pensèrent qu'il avait trop cédé. Mais plus tard, la plupart convinrent qu'il avait fait ce qui était juste. Il avait préservé la vie de son peuple et protégé l'Église. Grâce à ses choix judicieux, Alexandre est devenu un modèle pour les futurs dirigeants. Il a démontré qu'être courageux ne signifie pas toujours recourir à la force. Parfois, la meilleure voie est celle qui protège plutôt que de détruire. Après sa mort, l'Église l'a canonisé. Son nom a été évoqué dans les prières et les récits de sa vie ont été maintes fois racontés. Son esprit a perduré dans le pays, dans les églises et dans le cœur des gens. À mesure que Moscou poursuivait son essor, l'Église orthodoxe gagnait en puissance et en respect. Après la chute de Kiev, les principaux chefs religieux se sont déplacés vers le nord. Ils cherchaient un nouveau foyer, un lieu à l'abri de la guerre et des invasions. Au fil du temps, ils ont choisi Moscou. Ce fut un moment important. L'arrivée de l'Église à Moscou a apporté foi, connaissance et unité. Elle a donné à la ville plus de sens. Elle n'était plus seulement un lieu politique. Elle est devenue aussi le cœur de la vie spirituelle. Les princes de Moscou y virent un cadeau et une chance. Ils soutinrent l'Église, donnèrent des terres au monastère et aidèrent à la construction de nouvelles églises. En retour, l'Église leur témoigna son respect et contribua à l'unité du peuple. Ensemble, l'Église et les princes travaillèrent ensemble. L'Église apporta espoir et paix au peuple. Les princes apportèrent sécurité et ordre. C'était un partenariat solide. Les moines des monastères jouaient également un rôle important. Ils priaient, enseignaient et écrivaient des livres. Ils perpétuaient les histoires et les récits anciens. Certains moines parcouraient le pays, parlant aux gens, répandant la bonté et construisant de petites églises dans des lieux éloignés. Ils étaient considérés comme des saints, apportant la lumière dans les temps sombres. Ils ont aidé la population à rester forte pendant les longues années de domination mongole. Alors que le pays appartenait encore à de nombreux princes différents, un changement discret s'opérait. L'Église, le peuple et de nombreux dirigeants commencèrent à se tourner vers Moscou. Ils y voyaient un lieu de paix, de foi et d'avenir meilleur. Ils se souvenaient d'Alexandre Nevski et d'autres comme lui, des dirigeants qui étaient non seulement des guerriers mais aussi des penseurs et des croyants. À l'époque des saints et des stratèges, les racines de l'unité s'approfondissaient. Moscou n'était plus une ville comme les autres. Elle était devenue un symbole d'espoir.
Grâce à la sagesse, à la foi et à une planification rigoureuse, une nouvelle voie était tracée, celle qui mènerait la Russie loin de la peur et vers une nouvelle ère de force. Les voix du passé murmuraient encore, et le cœur du pays battait encore avec courage. L'avenir approchait, et Moscou montrerait la voie. Ivan le Riche. Sous le joug mongol, de nombreux princes tentèrent de protéger leur peuple et de développer leurs terres. Mais un homme se démarqua des autres, Ivan Ier de Moscou. On l'appela plus tard Ivan Kalita, ce qui signifie Ivan le Riche. Il ne remporta pas de grandes batailles et ne mena pas d'armée, mais il était intelligent, calme et très doué avec l'argent. Il utilisait l'or plutôt que l'épée. Grâce à cette puissance tranquille, il contribua à la puissance de Moscou. Ivan succéda à son père comme prince de Moscou. À cette époque, la ville était encore petite, mais en pleine expansion. Ivan constata que les Mongols respectaient l'ordre et faisaient confiance à ceux qui payaient le tribut à temps. Il décida donc de devenir leur plus fidèle allié. Il se rendit à Sarai, la capitale mongole, et gagna la confiance du Khan. En échange, celui-ci lui confia la tâche de collecter le tribut auprès des autres villes de la Russe. Cette mission conférait à Ivan un précieux pouvoir sur les autres princes. Lorsqu'Ivan collectait le tribut, il ne se contentait pas de le porter aux Mongols. Il en conservait une partie pour Moscou. Il utilisa cette richesse pour bâtir sa ville. Il acheta des terres à des princes plus faibles. Il donna de l'or à l'Église. Il contribua à la construction de nouvelles églises et de remparts plus solides. Moscou commença à être perçue comme une ville sûre et prospère. Nombreux furent ceux qui s'y installèrent, espérant une vie meilleure. La ville se développa rapidement et le nom d'Ivan devint célèbre dans tout le pays. Ivan était également habile avec les liens familiaux. Il veillait à ce que ses enfants se marient dans des familles puissantes. Cela contribuait à instaurer la paix et à se faire des amis. Alors que d'autres villes se battaient, Ivan tissait des liens d'amitié. Il participait rarement aux guerres. Il pensait qu'il valait mieux négocier que se faire des ennemis. Sa façon de gouverner était lente et discrète, mais très forte. Il collabora également étroitement avec l'Église. À cette époque, l'Église orthodoxe avait transféré son siège principal à Moscou. Ivan soutint l'Église de multiples façons. Il donna des terres et de l'argent aux monastères. Il assura la sécurité des dirigeants de l'Église. En retour, l'Église le soutint dans son règne. Le peuple commença à croire que Moscou n'était pas seulement la patrie de son prince, mais aussi le centre de sa foi. Cela lui valut encore plus de respect. Sous le règne d'Ivan, Moscou devint plus riche et plus puissante que jamais. Les rues étaient plus animées, les marchés étaient pleins, de nouveaux bâtiments s'élevaient, les remparts de la ville s'élevaient, et des gens venus de loin venaient voir ce qu'était devenu Moscou. Ce n'était plus seulement une petite ville au milieu d'une forêt, elle devenait la ville la plus importante de toute la Russe. Mais Ivan n'utilisait pas son pouvoir pour se mettre en valeur. Il ne se construisait pas de grands palais. Il vivait simplement et travaillait dur. Il gardait son or en sécurité et l'utilisait avec sagesse. Il croyait que la véritable force résidait dans une planification minutieuse et non dans des paroles fortes ou des épées acérées. Son calme naturel lui permit de gagner la confiance des Mongols, de l'Église et du peuple. Certains autres princes n'aimaient pas Ivan. Voyant son ascension silencieuse, ils étaient en colère ou effrayés. Mais ils ne pouvaient l'arrêter. Le Khan le soutenait et l'Église était à ses côtés. Surtout le peuple croyait en lui. Ils voyaient que leur vie était meilleure sous son règne. Ils avaient de la nourriture, la paix et la protection. C'était tout ce dont ils avaient besoin. À sa mort, Ivan laissa derrière lui bien plus que de l'argent. Il laissa derrière lui une ville forte, un pays paisible et un avenir clair. Ses enfants et petits-enfants suivraient ses traces et renforceraient encore davantage la puissance de Moscou. Il avait posé les bases d'un nouveau type de leadership, fondé sur la sagesse, la foi et la réflexion. Ivan le Riche n'avait jamais brandi l'épée lors d'une bataille célèbre. Mais son or
Ses plans et sa paix ont contribué à changer l'avenir de la Russe. Son nom est devenu un symbole de force tranquille. Et sa ville, Moscou, était prête à devenir le véritable cœur d'un pays en pleine expansion. L'ère des dirigeants avisés avait commencé, et Ivan Kalita leur avait montré comment y parvenir. Le Gambit de Koulikovo. De nombreuses années s'écoulèrent sous la domination des Mongols. Le peuple de Russes payait tribut, obéissait aux ordres et restait silencieux. Mais au fond de lui, il n'oubliait jamais son passé. Il rêvait de retrouver la liberté. Les princes attendaient, l'Église priait et le peuple espérait. Puis, un homme nommé Dmitri Ivanovitch, prince de Moscou, décida qu'il était temps de franchir une étape décisive. On l'appellera plus tard Dmitri Donskoy. Il serait le premier à affronter les Mongols dans une véritable bataille. C'était un risque considérable, mais il croyait que le moment était venu. Dmitri était encore jeune lorsqu'il devint prince. Mais il était courageux, fort et profondément fidèle. Il écoutait l'Église, ses conseillers et son peuple. Il savait que s'il voulait arrêter les Mongols, il ne pourrait y parvenir seul. Il travailla donc dur pour rassembler les autres princes russes. Beaucoup avaient peur, mais ils respectaient Dmitri. Il était calme, intelligent et avait fait ses preuves en tant que leader. Peu à peu, d'autres villes le rejoignirent. Ce ne fut pas facile, mais il forma une armée composée de personnes différentes, unies par un même espoir, briser l'emprise mongole. Les Mongols avaient aussi leurs propres problèmes. Leur pouvoir n'était plus aussi fort qu'avant. Leurs chefs s'affrontaient. Un général mongol nommé Mamaï voulait garder le contrôle de la Russe, mais il savait que Dmitri représentait une menace. Mamaï rassembla donc une grande armée et partit au combat. Dmitri savait que cette bataille allait décider bien plus que de simples terres. Elle allait décider de l'avenir de la Russe. En 1380, les deux armées se rencontrèrent sur un vaste champ près du Don. L'endroit s'appelait Koulikovo. Dmitri et ses hommes traversèrent la rivière et attendirent. Certains disaient que c'était une mauvaise idée de laisser la rivière derrière eux. S'ils perdaient, ils ne pourraient pas s'échapper. Mais Dmitri croyait en la victoire. Il priait avec ses soldats et portait des vêtements simples, comme l'un d'eux. Il combattit même en première ligne. L'Église bénit l'armée, et le peuple observa la bataille avec crainte et espoir. La bataille fut rude. Les Mongols combattirent avec rapidité et adresse. Mais l'armée russe résista. Ils ne s'enfuirent pas. Ils tinrent bon. Dmitri avait caché un groupe de soldats dans la forêt. Au bon moment, ils sortirent et attaquèrent par le flanc. Les Mongols furent surpris. Leur armée fut vaincue. Beaucoup s'enfuirent. D'autres furent capturés ou tués. Les Russes avaient gagné. La victoire de Koulikovo fut plus qu'une simple victoire sur le champ de bataille. C'était un message. Elle démontra que les Mongols pouvaient être vaincus. Elle redonne espoir au peuple. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les Russes s'étaient unis et avaient combattu comme un seul homme. Ils ne se battaient pas pour l'argent ou la terre. Ils se battaient pour la liberté, pour la foi et pour leur avenir. Mais le combat n'était pas terminé. Quelques années plus tard, une armée mongole plus puissante revint et força les Russes à se soumettre à nouveau. Pourtant, quelque chose avait changé. La peur n'était plus la même. Le peuple se souvenait de Koulikovo, il se souvenait de Dmitri, et il commença à croire qu'un jour il pourrait être libre pour de bon. Dmitri revint à Moscou en héros. Le peuple l'acclama, l'Église le loua. Il avait pris un grand risque et fait preuve d'un grand courage. Il devint un symbole de force et d'unité. Bien que les Mongols régnaient toujours, leur pouvoir était ébranlé. Le cœur de la Russe battait plus fort maintenant. La bataille de Koulikovo ne fut pas l'étape finale, mais le premier véritable signe d'un nouveau départ. Elle montra ce qui était possible lorsque le peuple s'unissait. Elle leur rappela qui ils étaient et ce qu'ils pouvaient devenir. C'était un pari risqué, un grand risque pris par un jeune prince porteur d'un rêve. Et ce rêve allait perdurer dans le cœur du peuple pendant de nombreuses années. Avec la victoire de Koulikovo, un vent nouveau souffla sur les terres de Russes. L'ombre lourde du joug mongol semblait moins écrasante. Les gens parlaient de l'exploit de Dmitri dans les marchés, les églises et même dans les foyers les plus reculés.
Les paysans relevaient la tête, les artisans reprenaient leur travail avec ardeur, et les moines rédigeaient des chroniques glorifiant le courage des soldats russes. Les chroniqueurs racontaient que les cloches avaient sonné dans toutes les églises à l'annonce de la victoire. Des prières furent organisées dans chaque village. On jeûnait non pas par peur, mais par gratitude. Le nom de Koulikovo était inscrit dans la mémoire collective comme un moment de réveil. Pour la première fois depuis des générations, les Russes avaient repris l'initiative. Ce n'était pas la fin de leur lutte, mais une lumière dans la nuit. Le prince Dmitri, devenu Donskoï, ne s'endormit pas sur ses lauriers. Il renforça les défenses de Moscou, fit réparer les fortifications et encouragea la formation de nouvelles troupes. Il savait que Mamaï n'était pas le seul ennemi. D'autres chefs mongols pouvaient venir. Il fallait être prêt. L'unité qu'il avait forgée ne pouvait pas être éphémère. Il travailla sans relâche pour maintenir l'alliance entre les princes. Il leur montra qu'il ne voulait pas dominer, mais coopérer. Les alliances politiques furent consolidées par des mariages et des échanges. Des routes plus sûres furent tracées pour relier les villes entre elles. Le commerce commença à reprendre. Les marchands, rassurés par la stabilité nouvelle, revenaient timidement au marché. Les monastères accueillirent des réfugiés, mais aussi des artistes et des intellectuels. Un souffle de renouveau spirituel traversa la Russe. Dans les écoles religieuses, on apprenait désormais non seulement les textes saints, mais aussi l'histoire récente. Les enfants écoutaient les récits des héros de Koulikovo comme des contes sacrés. Ils rêvaient de porter un jour les mêmes armes. L'exemple de Dmitri nourrissait une nouvelle génération de patriotes. Pourtant, la menace mongole restait présente. Le khanat de la Hordeur n'avait pas disparu. Mais sa domination n'était plus absolue. L'autorité du Khan était contestée, même parmi ses propres rangs. Des guerres internes affaiblissaient l'organisation centrale. Le tribut était encore exigé, mais parfois négocié. Certains princes commencèrent à faire valoir leur indépendance de manière plus directe. Le souvenir de Koulikovo servait de guide et de rappel. À chaque nouvelle injustice imposée par les Mongols, les anciens disaient « Nous avons tenu tête une fois, nous pouvons le faire encore ». Ce n'était pas une rébellion ouverte, mais une résistance calme et confiante. L'Église orthodoxe joua un rôle majeur dans cette nouvelle dynamique. Elle affirma davantage son autorité spirituelle, affirmant que la foi orthodoxe était le cœur de l'identité du peuple. Les icônes de saints combattants, comme Saint Georges ou Saint Alexandre Nevski, étaient mises à l'honneur. On voyait en Dmitri une figure quasi sacrée, un homme choisi pour ouvrir un chemin de délivrance. La culture aussi fut marquée par cet événement. Des chansons populaires racontaient la bataille, exagérant parfois, mais transmettant l'émotion réelle du peuple. Les artistes peignaient des fresques représentant des soldats unis sous la croix. Même dans les jeux d'enfants, on rejouait la victoire contre les envahisseurs. En un sens, Koulikovo transforma la mentalité collective. Avant, la peur dominait. Après, la fierté renaquit. Avant, les villes se regardaient en rivales. Après, elles commencèrent à penser à l'unité. Cette victoire, bien que temporaire sur le plan militaire, fut durable dans les esprits. Et lorsque viendrait le moment de briser définitivement le joug mongol, le souvenir de Koulikovo serait la flamme allumée au centre du cœur russe. Un combat gagné avec foi, courage et union, qui annonçait un avenir où la liberté ne serait plus un rêve, mais une promesse en marche. Ivan, le grand bâtisseur d'empire, après la victoire de Koulikovo, le peuple de Russes commença à se sentir plus fort. Il vivait toujours sous domination mongole, mais quelque chose avait changé. La peur s'était atténuée. L'espoir grandissait. Les années passèrent et Moscou poursuivit son essor. Puis vint un prince qui allait tout changer. Il s'appelait Ivan III, mais la plupart des gens se souviennent de lui sous le nom d'Ivan le Grand. Il n'était pas seulement un prince, il devint le bâtisseur d'un nouvel empire. Sous son règne, Moscou allait devenir le véritable cœur d'une terre unie. Ivan le Grand devint prince de Moscou en 1462. Il régna plus de 40 ans. Durant cette période, il travailla lentement et prudemment pour s'assurer le contrôle de toutes les terres russes. Il ne se contenta pas de soldats. Il conclut des mariages russifiés.
Il donna des terres à ses amis et à des nobles loyaux. Il conclut des accords avec d'autres villes. Il combattit parfois, mais souvent il attendit simplement le moment opportun. Une à une, d'autres villes le rejoignirent, certaines de leur plein gré, d'autres par la force. L'un des plus grands changements survint lorsqu'Ivan décida de cesser de payer tribut aux Mongols. Pendant des siècles, le peuple de Russes avait envoyé de l'or et des marchandises aux dirigeants mongols. Ivan estimait que c'était suffisant. Il croyait que Moscou était assez forte pour se défendre seule. En 1480, l'armée mongole arriva sur la rivière Ougra. Ivan et son armée se tenaient de l'autre côté. Les deux camps attendaient. Personne ne voulait engager le combat. Les jours passèrent, puis les Mongols firent demi-tour. Ils partirent sans combattre. Ce moment de calme fut connu comme la fin du règne mongol. La Russe était enfin libre. Ivan ne s'arrêta pas là. Il souhaitait que Moscou soit perçue comme grande et puissante. Il entreprit de reconstruire la ville. Il fit venir des constructeurs italiens pour l'aider à concevoir des murs plus solides et de belles églises. Le Kremlin, la puissante forteresse au centre de Moscou, fut reconstruite en briques rouges et en pierre blanche. À l'intérieur, de nouvelles cathédrales s'élevèrent, avec de hauts dômes brillants au soleil. Ces édifices témoignaient de la force de Moscou, qui était aussi imprégnée de foi, de beauté et de fierté. Ivan fit également preuve d'audace dans la construction de son règne. Il commença à se faire appeler tsar, un mot dérivé de César, titre des empereurs romains. Cela montrait qu'il ne se considérait pas seulement comme un prince, mais comme le souverain de tout un empire. Il croyait que Moscou était désormais le centre du monde chrétien orthodoxe. Après la chute de Constantinople aux mains des Turcs, nombreux furent ceux qui affirmèrent que Moscou était devenue la troisième Rome. La première avait été Rome elle-même, la seconde Constantinople, et désormais Moscou allait porter la lumière de la vraie foi. Il édicta des lois qui contribuèrent à contrôler le territoire. Il plaça les nobles sous son autorité. Ceux-ci devaient servir le tsar sous peine de perdre leurs terres. Il créa un gouvernement plus fort et un État plus uni. Il utilisa des documents écrits, une planification rigoureuse et des règles claires. Chaque chose avait sa place, chaque chose avait sa raison d'être. Moscou n'était plus seulement une ville, c'était la tête d'un empire en pleine expansion. Ivan le Grand épousa également une femme de l'ancienne famille royale de Byzance. Elle s'appelait Sophie. Ce mariage contribua à renforcer l'image d'Ivan. Il reliait Moscou aux grands empires du passé. Il utilisa l'aigle bicéphale comme nouveau symbole de son règne. Une tête regardait vers l'ouest, l'autre vers l'est. Cela montrait que Moscou se trouvait entre deux mondes et qu'elle les dominerait tous deux. À sa mort, Ivan avait transformé la Russie à jamais. Il avait mis fin au joug mongol. Il avait unifié de nombreux territoires. Il avait construit des murs solides, de grandes églises et un nom dont on se souviendrait pendant des siècles. Il ne gagnait pas toutes les batailles par les armes. Comme les souverains avant lui, il faisait preuve de patience, de foi et d'intelligence. Ivan le Grand posa les fondations d'un futur empire. Son rêve était ambitieux et ses pas assurés. Il était convaincu que Moscou avait été choisi pour diriger non seulement la guerre, mais aussi la sagesse et l'esprit. Son règne marqua la fin d'anciennes souffrances et le début d'une nouvelle puissance. Sous sa direction, la Russie était inébranlable. Elle était forte, fière et prête pour l'avenir. Du grand au terrible. Après la mort d'Ivan le Grand, son petit-fils monta sur le trône. Ce garçon allait devenir l'un des souverains les plus célèbres et les plus redoutés de l'histoire russe. Il s'appelait Ivan IV, mais la plupart des gens le connaissent sous le nom d'Ivan le Terrible. Au début, il n'était pas terrible du tout. Jeune homme, il aspirait à être un souverain fort et bon. Il lisait beaucoup, priait souvent et souhaitait améliorer son pays. Il devint le premier souverain à être couronné tsar de toute la Russie. Ce titre signifiait qu'il n'était pas seulement un prince de Moscou, mais le dirigeant de tout le pays. Encore jeune, Ivan fit de nombreux choix judicieux. Il élabora de nouvelles lois pour aider le peuple. Il créa un conseil pour le conseiller. Il vint en aide aux familles pauvres en instaurant des règles équitables. Il voulait la justice dans le pays. Il améliora également l'armée et veilla à ce que des murs solides protègent les villes. Moscou continua de croître.
De nouvelles églises, écoles et routes furent construites. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'Ivan serait un grand souverain, à l'image de son grand-père. Mais quelque chose changea chez Ivan. Il perdit des êtres chers. Sa femme, Anastasia, mourut, et il ne fut plus jamais le même. Il commença à croire que son entourage complotait contre lui. La colère et la peur le envahirent. Peu à peu, son règne s'assombrit. Le jeune tsar, gentil et intelligent, devint cruel et dur. Il cessa de faire confiance à ses propres conseillers. Il créa un groupe d'hommes appelé l'Oprichnina. Ils étaient vêtus de noir, montaient des chevaux noirs et ne suivaient qu'Ivan. Leur mission était de trouver les traîtres et de les punir. Mais souvent, ils s'en prenaient à des innocents. Ivan oscillait entre le calme et la rage. Un instant, il priait à l'église. L'instant d'après, il ordonnait l'arrestation d'une personne en qui il avait eu confiance. De nombreux nobles furent tués. Des villes entières furent punies. Les gens vivaient dans la peur. Ils ne savaient jamais si la colère du tsar s'abattrait sur eux. Certains tentaient de fuir. D'autres restaient silencieux. Tous étaient terrifiés. Dans l'un de ses actes les plus choquants, Ivan frappa même son propre fils lors d'une terrible dispute. Le coup fut si violent que son fils mourut. Ivan fut profondément attristé, mais il était trop tard. Le peuple qui avait autrefois aimé son tsar le craignait désormais. Son nom, autrefois associé à la grandeur, inspirait désormais la terreur. Pourtant, il demeurait puissant. Personne n'osait le défier. Ivan partit également en guerre pour tenter d'agrandir son territoire. Il livra de longues batailles, notamment en Livonie. Ces guerres furent dures et coûteuses. De nombreux soldats périrent et le pays souffrit. La population était fatiguée et affamée. Certaines villes furent détruites. Si Ivan remporta quelques batailles, il en perdit aussi beaucoup. Ces guerres n'apportèrent pas la gloire qu'il espérait. Au contraire, elles apportèrent davantage de souffrance à son peuple. Malgré tout cela, Ivan a laissé derrière lui d'importants changements. Il a contribué à la création d'un gouvernement plus fort. Il a renforcé l'idée d'un tsar. Le peuple considérait désormais le souverain comme le véritable chef du pays. Son règne a également montré combien le pouvoir d'un seul homme pouvait être dangereux s'il n'était pas maîtrisé. Il a donné une leçon non par la gentillesse, mais par la peur. À la mort d'Ivan le Terrible, le pays qu'il laissait derrière lui était empli de confusion et de tristesse. Il n'y avait pas de chef établi. Son plus jeune fils était faible et peu apte à gouverner. Le pays commença à sombrer dans une période sombre, appelée le temps des troubles. Mais même après sa mort, le nom d'Ivan resta gravé dans la mémoire de tous. Certains se souvenaient de ses jeunes années et de l'espoir qu'il inspirait. D'autres ne pouvaient oublier la peur qu'il inspirait. Ivan était à la fois grand et terrible. Il a bâti et détruit. Il rêvait d'une Russie forte, mais sa colère a laissé de profondes cicatrices. Son histoire est faite de deux facettes, la lumière et l'ombre, la sagesse et la douleur. Et sous son règne, le pays ne serait plus jamais le même. Le chemin serait ardu, mais la Russie continuerait à le parcourir. Même après la mort d'Ivan le Terrible, sa présence semblait perdurer. Ses actes ont profondément marqué les cœurs et les esprits. Le silence qui suivit son règne fut pesant, empli d'inquiétude et de doute. Les familles murmuraient son nom avec peur. Les villages se souvenaient des jours de châtiment. Les villes portaient le souvenir de la guerre, des incendies et des êtres chers disparus. Il n'y avait pas de chants de joie, seulement de douces prières pour la paix. Sans dirigeant fort pour le guider, le pays se sentait perdu. Les familles nobles commencèrent à se battre pour le contrôle. Certaines aspiraient au pouvoir, d'autres à l'ordre. Le gouvernement s'affaiblit. Les dirigeants changeaient rapidement et la confiance s'effaçait. Les agriculteurs avaient peur de planter. Les marchands, de commercer. Les soldats ne savaient plus qui servir. La terre, autrefois fertile sous le règne d'Ivan, était désormais dévastée. Les ennemis étrangers, voyant la faiblesse, attaquèrent. La Pologne et la Suède s'emparèrent de territoires. Des villes proches des frontières furent prises. Les habitants furent contraints de fuir leur foyer. Certains furent faits prisonniers. Le temps des troubles avait commencé.
et la vie devint encore plus difficile pour les gens ordinaires. Beaucoup n'avaient rien à manger. Les maladies se propageaient. Les incendies détruisirent le peu qui restait. Chacun attendait que quelqu'un vienne le sauver, mais personne ne vint. Dans ce chaos, les récits des débuts du règne d'Ivan revinrent. Certains regrettaient la sécurité et la force qu'il procurait autrefois. Ils pensaient que la peur valait mieux que la confusion. D'autres mettaient en garde contre la répétition des mêmes erreurs. Ils croyaient qu'un nouveau type de dirigeant était nécessaire, un dirigeant courageux, mais aussi clément. La nation était partagée entre le souvenir de l'ordre instauré par Ivan et la crainte de la cruauté qui l'accompagnait. Pourtant, le peuple n'abandonna pas. Malgré la douleur, il gardait espoir. Des moines priaient dans des églises isolées. Des mères racontaient à leurs enfants des jours meilleurs. De vieux soldats partageaient des histoires d'unité. À travers la tristesse, l'idée d'un avenir meilleur revenait peu à peu. Le règne d'Ivan a enseigné à la Russie de nombreuses leçons difficiles. Un pouvoir sans limite mène à la ruine. La force doit être guidée par la sagesse. Le leadership n'est pas seulement une question de force, mais aussi de bienveillance. Le peuple avait vu ce qui se passait lorsque la peur régnait sur le trône. Il rêvait désormais d'une voie meilleure. Alors que le temps des troubles se poursuivait, une vérité demeurait claire. La Russie avait changé à jamais. Et de ces ruines naîtrait un jour quelque chose de nouveau. Un royaume en ruine. Après la mort d'Ivan le Terrible, la Russie se retrouva sans dirigeant fort. Son fils, Fédor, devint tsar, mais il était discret et peu disposé à gouverner. Bienveillant mais faible, il se souciait peu de la politique et de la guerre. Le véritable pouvoir était détenu par son beau-frère, Boris Godunov. Pendant une courte période, Boris contribua à maintenir le calme dans le pays. Mais les troubles s'accumulaient. La population était fatiguée par la guerre, affamée par les mauvaises récoltes et inquiète de l'avenir. Le pays, autrefois puissant sous Ivan le Grand, était désormais envahi par la peur et le doute. Lorsque Fédor mourut sans descendance, il n'y eut pas d'héritier désigné pour le trône. Cela ouvrit la voie à de nombreuses luttes de pouvoir. Boris Godunov devint tsar, mais de nombreux nobles ne l'acceptèrent pas. Ils disaient qu'il n'avait aucun droit de gouverner. Certains murmurèrent même qu'il avait fait un acte terrible au fils cadet d'Ivan le Terrible, mort mystérieusement enfant. On ne savait que croire, mais ces rumeurs semaient le doute. Boris essaya d'être un dirigeant fort, mais le pays s'effondrait. Puis vint une famine encore pire. Pendant 3 ans, le temps fut froid, les récoltes furent mauvaises et les gens moururent de faim. Beaucoup moururent dans les rues. Les champs étaient vides, les marchés s'étaient calmes. Des familles étaient brisées. Les gens commencèrent à blâmer Boris pour tout. Ils croyaient que Dieu était en colère. La famine désespéra les gens. Quand les choses tournent mal, les gens cherchent un coupable. Et Boris n'avait aucun moyen de calmer sa colère. À cette époque, un homme apparut prétendant être le fils perdu d'Ivan le Terrible. Il se disait le véritable tsar. Nombreux furent ceux qui le crurent, même s'il s'agissait probablement d'un imposteur. On le surnommait le faux Dimitri. Il bénéficia de l'aide de la Pologne et marcha en Russie avec une armée. Les gens l'accueillirent avec enthousiasme, aspirant au changement. Boris mourut subitement et le faux Dimitri devint tsar. Mais son règne fut bref et semé d'embûches. Il fit des choix étranges, et le peuple se retourna rapidement contre lui. Il fut tué, et son corps fut jeté aux oubliettes. Après lui, d'autres hommes se sont proclamés tsars. Chacun d'eux a apporté son lot de combats. Les nobles changeaient souvent de camp. Des villes étaient incendiées. Des armées étrangères pénétraient dans le pays. La Pologne et la Suède envoyaient des soldats pour tenter d'en prendre le contrôle. Moscou fut même prise par les forces polonaises. Des églises furent pillées, des maisons détruites. La population était effrayée et en colère. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Cette période de chaos fut connue sous le nom de « période des troubles ». Le peuple souffrait profondément. Les villages étaient vides, les fermes étaient détruites, les enfants souffraient de la faim, les rues de Moscou étaient remplies de peur.
La Russie, autrefois puissante, était désormais affaiblie, brisée et accablée de chagrin. Les familles pleuraient, les prêtres priaient, mais les combats continuaient. Personne ne pouvait les arrêter. Au milieu de toute cette souffrance, de petits groupes de personnes commencèrent à se soulever. Ce n'étaient ni des nobles, ni des princes. C'étaient des hommes ordinaires, agriculteurs, prêtres et commerçants qui aimaient leur terre. Ils s'unirent pour défendre la Russie. L'un d'eux était mené par un boucher nommé Kouzma Minin et un prince nommé Dmitri Pojarsky. Ils rassemblèrent une armée de volontaires et marchèrent sur Moscou. Avec courage et prière, ils repoussèrent les soldats étrangers et libérèrent la ville. Ce fut une petite victoire, mais elle redonnait espoir au peuple. Finalement, en 1613, les nobles se réunirent et choisirent un nouveau tsar, Michel Romanov. Il était jeune, à peine 16 ans, mais il jouissait d'une bonne réputation et n'était pas lié au conflit passé. Sa famille était respectée, le peuple aspirait à la paix et il était convaincu qu'il pouvait l'apporter. Le temps des troubles touchait à sa fin, mais les dégâts étaient considérables. Le pays était épuisé, le peuple était brisé, mais ils étaient toujours debout. Ils avaient traversé des années de douleur et de perte. Désormais, ils se tournaient vers l'avenir. Un nouveau tsar s'installait sur le trône, et le rêve d'une Russie forte et pacifique reprenait vie. Des cendres de la ruine, un nouveau chapitre était prêt à s'écrire. Et même si le chemin à parcourir restait difficile, le peuple russe avait appris à survivre, à espérer et à se relever. Lorsque Michel Romanov fut couronné, un souffle de soulagement traversa les terres de Russie. Les cloches sonnèrent dans les monastères, les larmes coulèrent dans les rues, et pour la première fois depuis longtemps, le silence de la guerre céda à l'espérance. Le jeune tsar n'avait ni armée puissante, ni richesse immense, mais il avait quelque chose de rare, l'acceptation du peuple et le désir sincère de reconstruire. Il savait qu'il n'était pas un héros, mais un symbole d'unité dans un pays brisé. Dès les premiers jours de son règne, Michel tenta d'apaiser les rivalités. Il rencontra les boyards, parla aux évêques et écouta les voix des marchands et des paysans. Chaque conseil était précieux, chaque promesse pesait lourd. Il ne pouvait réparer le passé, mais il pouvait panser les plaies. Il fit libérer des prisonniers, arrêta certaines taxes injustes et ordonna la reconstruction des églises détruites. Il voulait faire renaître la foi, non seulement religieuse, mais aussi humaine. Les campagnes restaient pauvres, mais le travail reprenait. Les semences étaient rares, mais les mains ne manquaient pas. Les femmes cousaient à nouveau. Les enfants, autrefois muets de peur, jouaient timidement près des puits. À Moscou, les maisons furent rebâties, les toits reprirent forme, les portes s'ouvrirent à la vie. Des artisans vinrent de villes voisines pour prêter main forte. Chacun apportait ce qu'il pouvait. Il ne s'agissait pas seulement de pierre ou de bois, mais d'un effort collectif pour retrouver la dignité. Les frontières, longtemps déchirées, furent surveillées avec plus de soin. Michel envoya des émissaires aux royaumes voisins pour établir des accords. Il voulait la paix, non la vengeance. Il savait que le peuple avait besoin de repos, non de conquête. Il invita les anciens ennemis à dialoguer, à échanger des lettres plutôt que des épées. Cela ne régla pas tous les conflits, mais évita de nouveaux désastres. L'Église orthodoxe, affaiblie par les pillages, trouva en Michel un protecteur. Il fit restaurer des icônes sacrées, offrit des terres aux monastères ruinés et demanda des prières pour chaque région touchée. Les prêtres, soutenus, purent reprendre leur mission. Les chants liturgiques, éteints pendant les combats, résonnèrent de nouveau sous les voûtes des cathédrales. Ces sons anciens rappelaient que la Russie avait encore une âme. Au-delà des villes, dans les forêts et les plaines, des familles exilées commencèrent à revenir. Certaines retrouvaient leurs maisons, d'autres bâtissaient ailleurs. Le sol, encore gelé par les années de malheur, redevenait fertile. Le blé recommença à pousser. Les marchés reprirent vie, les étals se remplirent lentement. Même si tout était fragile, l'élan était là. Michel Romanov ne fit pas de discours flamboyants. Il ne cherchait pas la gloire. Son pouvoir était discret, basé sur la patience et l'équilibre.
Il comprenait que la force ne venait pas toujours des armes, mais de la confiance. Il savait que pour qu'un peuple reste debout, il faut lui redonner des raisons de croire. Le souvenir des années sombres resta gravé. Personne n'oublia les famines, les trahisons, les villes en flammes. Mais ce passé ne définissait plus l'avenir. Il servait désormais d'avertissement. Chaque pierre posée, chaque arbre replanté était un pas vers la guérison. Ainsi commença une nouvelle ère. Loin d'être parfaite, mais portée par la volonté d'un peuple qui avait refusé de disparaître, sous le regard calme de leur jeune tsar, les Russes se remirent en marche, plus unis, plus sages et prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire. Les Romanov commencent. Après de nombreuses années de guerre, de faim et de peur, le peuple russe aspirait à la paix. La période des troubles lui avait tant coûté. Des villes furent détruites, des familles perdues et la confiance brisée. Mais même dans les moments les plus sombres, l'espoir subsistait. En 1613, un événement important se produisit. Un nouveau tsar fut élu. Il s'appelait Michel Romanov. Il n'avait que 6 ans. Issu d'une bonne famille, on le croyait bon et honnête. Avec lui, une nouvelle famille royale naquit. On les appela les Romanov, et ils régneraient sur la Russie pendant plus de 300 ans. Au début, Michel ne voulait pas devenir tsar. Il vivait dans un monastère paisible avec sa mère. Il était timide et craignait le monde extérieur. Mais les nobles vinrent le trouver et le supplièrent de diriger le pays. Il disait que le pays avait besoin de quelqu'un pour apporter la paix. Sa mère lui répondit que c'était son devoir. Alors, le cœur lourd, Michel accepta. Il se rendit à Moscou et fut couronné tsar. Le peuple applaudit. Pour la première fois depuis des années, l'espoir revint. Le règne de Michel débuta lentement. Le pays était encore fragile. Nombreux étaient ceux qui n'avaient ni nourriture ni toit. L'armée était réduite. Les routes étaient dangereuses. Michel n'était ni un guerrier ni un orateur. Mais il était calme, patient et à l'écoute. Il collabora avec l'Église et les nobles pour rétablir l'ordre. Il pardonna à nombre de ses ennemis. Il aida les agriculteurs à retourner sur leurs terres. Il demanda aux autres pays de quitter le territoire russe. Cela prit du temps, mais peu à peu, la situation s'améliora. Les Romanov croyaient en de solides valeurs familiales. Michael écoutait sa mère et restait proche de ses conseillers. Il faisait confiance à l'Église et priait souvent pour qu'elle le guide. Il croyait que la Russie pouvait retrouver sa force, mais seulement si tous travaillaient ensemble. Il n'essaya pas de tout changer d'un coup. Il se concentra plutôt sur la reconstruction de ce qui était détruit. Il répara les routes, ouvrit les marchés et aida les gens à retrouver une vie normale. Les gens commencèrent à se sentir à nouveau en sécurité. Le fils de Michel, Alexis, deviendra plus tard tsar. Il apprit de son père et continua de reconstruire le pays. Sous Alexis, la Russie s'agrandit et s'organisa. De nouvelles lois furent rédigées. Les impôts furent collectés plus équitablement. L'armée devint plus forte. Les Romanov bâtirent peu à peu une Russie nouvelle, paisible à l'intérieur et respectée à l'extérieur. Les Romanov portaient également une attention particulière à l'Église orthodoxe. Ils la considéraient comme le cœur de l'esprit russe. Des églises furent reconstruites, des prêtres furent formés. Les fêtes religieuses furent à nouveau célébrées. Après des années de troubles, le son des cloches apporta du réconfort au peuple. La foi contribua à l'unité du pays. Le commerce extérieur reprit également. Des marchands arrivèrent d'Europe et d'Asie. La Russie commença à vendre des fourrures, des céréales et des tissus. En échange, elle recevait des outils, des livres et des objets de valeur. De nouvelles idées accompagnèrent les commerçants. Certains craignaient le changement, d'autres étaient curieux. Les Romanov acceptèrent certaines de ces idées nouvelles, tout en veillant à préserver les traditions russes. Même si la vie s'améliorait, tout le monde n'était pas heureux. Certains paysans étaient encore pauvres, certains nobles aspiraient à davantage de pouvoir. Mais comparé à la période des troubles, c'était une époque de paix. Les gens ne fuyaient plus la guerre. Ils travaillaient, construisaient et rêvaient à nouveau. Les enfants grandissaient dans des villages qui ne craignaient plus ni les flammes ni les soldats étrangers.
Michel Romanov n'est jamais devenu un grand conquérant ni un puissant guerrier, mais il a accompli quelque chose de très important. Il a apporté la paix. Il a donné au pays le temps de guérir. Il a fondé une famille royale qui allait guider la Russie pendant de nombreuses générations. Les Romanov n'étaient pas parfaits, mais ils ont redonné espoir au pays. Au début de l'histoire des Romanov, le peuple russe pouvait enfin respirer. Les vents de la guerre s'étaient apaisés. Le ciel était plus clair. Et même si le chemin était encore long, les premiers pas avaient été franchis. Un nouveau chapitre s'ouvrait, non pas dans le bruit, mais avec une force tranquille, la foi et la promesse d'un avenir meilleur. Les premières années de la dynastie des Romanov furent marquées par des choix judicieux. Mikhaïl Romanov savait que se précipiter ne ferait qu'aggraver les problèmes. Il prit le temps d'écouter les chefs de village, les anciens de l'Église et ses conseillers de confiance. Il voulait comprendre les besoins les plus urgents de la population. Nombre d'entre eux demandaient des choses simples, nourriture, protection et justice. Petit à petit, Michael commença à rétablir la confiance dans tout le pays. Des villages autrefois désertés ont retrouvé une nouvelle vie. Les familles sont revenues chez elles. Les champs, autrefois secs et inutilisés, ont été remis en culture. De petites écoles ont ouvert pour apprendre aux enfants à lire et à écrire. Des artisans ont commencé à fabriquer des outils, des chaussures et des tissus. Les marchés se sont remplis de marchandises provenant des villes voisines. La vie, bien que difficile, continuait. Pour assurer la paix dans le pays, Michel évita de déclencher de nouvelles guerres. Il signa des traités avec les pays voisins. Les soldats furent entraînés non seulement au combat, mais aussi à la protection des frontières. Les routes devinrent plus sûres pour les voyageurs. On pouvait rendre visite à ses proches ou échanger des marchandises sans crainte constante. Michel créa également de nouveaux conseils où différentes voix pouvaient se faire entendre. Il encourageait la discussion, non les cris. Les nobles, autrefois en guerre, étaient désormais appelés à collaborer. Leurs terres étaient respectées, mais leur devoir envers la patrie passait avant tout. L'unité primait sur la fierté. Au fil du temps, de plus en plus de gens ont recommencé à croire en l'avenir. Les artistes ont peint des icônes et des murs d'églises. Les musiciens sont retournés sur les places des villages avec des chants d'espoir. Les écrivains ont commencé à enregistrer des histoires sur la Russie d'antan et les nouveaux jours de paix. Ces voix ont aidé les gens à retrouver la fierté de leur pays. Même si des problèmes subsistaient, les progrès étaient évidents. Des puits propres furent creusés, de nouvelles maisons en bois furent construites. Moins d'enfants souffraient de la faim. La foi, la famille et la communauté devinrent les outils les plus puissants pour guérir. Les Romanov ne réglèrent pas tout, mais ils redonnèrent aux gens des raisons de croire. Le leadership avisé de Michael a donné l'exemple à ceux qui l'ont suivi. Sa gentillesse, sa patience et ses choix constants ont jeté les bases d'une réussite future. En choisissant la paix plutôt que le pouvoir, en écoutant plutôt que de crier, et en reconstruisant plutôt que de régner par la peur, il a montré que le leadership pouvait être doux et sage. Au fil des ans, les blessures de la Russie ont commencé à se refermer. Les arbres ont repoussé, les rivières ont coulé à flot, les cloches ont sonné en harmonie. Et malgré tout cela, les Romanov sont restés silencieux au centre, guidant, écoutant et rappelant au peuple que l'espoir est plus fort que la peur. La tempête de Pierre le Grand. Pierre le Grand n'était pas un souverain ordinaire. Il était grand, fort et plein d'énergie. Il devint tsar de Russie à la fin du XVIIe siècle, alors qu'il était encore très jeune. Au début, il gouverna avec d'autres, mais il devint bientôt le seul dirigeant. Pierre nourrissait de grands rêves pour la Russie. Il voulait tout changer. Il voulait la rendre plus forte, plus riche et plus moderne. Il observait les pays d'Europe et observait leur mode de vie, leur construction navale et leur utilisation de la science. Il souhaitait que la Russie soit ainsi, et il était prêt à tout pour y parvenir. Pierre voyagea secrètement à travers l'Europe. Il s'habillait comme un ouvrier et apprit beaucoup de choses. Il étudia la construction navale, l'urbanisme et l'agriculture moderne. Il discuta avec des gens intelligents et observa le fonctionnement des usines. À son retour en Russie, il apporta des idées. Il déclara que la Russie devait changer. Il voulait une armée meilleure.
Il voulait que le peuple ait une apparence, des comportements et même des pensées différents. Mais le changement ne fut pas facile. Beaucoup aimaient les anciennes coutumes. Ils refusaient de se couper la barbe. Ils refusaient de s'habiller comme les Occidentaux. Certains craignaient les idées de Pierre. Mais Pierre ne s'arrêta pas là. Il édicta de nouvelles règles. Il ordonna aux hommes de se raser la barbe sous peine d'amende. Il imposa aux nobles de s'habiller à l'occidental. Il créa des écoles de mathématiques, de sciences et de navigation. Il construisit des usines, des routes et des ponts. Il souhaitait que la Russie rattrape le reste de l'Europe. L'un des plus grands rêves de Pierre était de construire une ville portuaire. Il avait besoin d'un endroit où les navires russes pourraient prendre la mer. Il mena une longue guerre contre la Suède pour conquérir des terres près de la mer Baltique. Après de nombreuses batailles, il finit par gagner. Sur ces terres, il bâtit une nouvelle ville, Saint-Pétersbourg. Elle fut construite sur un sol humide et boueux, mais Pierre s'en fichait. Il fit venir des milliers d'ouvriers. Beaucoup moururent de froid et de maladie, mais la ville se développa. Elle avait de larges rues, des bâtiments en pierre et des canaux comme en Europe. Pierre l'appelait ça « fenêtre sur l'Occident ». Pierre fit de Saint-Pétersbourg sa nouvelle capitale. Il y installa le gouvernement et y construisit un grand palais. Il souhaitait que la ville montre au monde que la Russie était nouvelle et forte. Mais elle ne plut pas à tous. Beaucoup regrettèrent l'ancienne capitale, Moscou. Ils regrettèrent les anciennes coutumes et les anciennes traditions, mais Pierre était convaincu que ce changement était nécessaire. Il construisait l'avenir. Pierre a également transformé l'armée. Il a formé des soldats, des méthodes de combat modernes. Il a bâti une marine à partir de rien. Les navires russes sillonnaient désormais les mers. Il a promulgué de nouvelles lois et recensé la population du pays. Il voulait savoir combien de personnes vivaient en Russie, ce qu'elles faisaient et combien elles pouvaient payer d'impôts. Il a travaillé jour et nuit, encourageant chacun à progresser, mais Pierre pouvait aussi être dur. Il n'aimait pas ceux qui se dressaient sur son chemin. Il punissait ceux qui lui résistaient. Même son propre fils désapprouvait ses manières, et Pierre le fit arrêter. Son règne était comme une tempête, puissant, rapide et parfois douloureux. Mais il ouvrait aussi la voie à quelque chose de nouveau. À la mort de Pierre, la Russie n'était plus la même. Elle avait de nouvelles écoles, une armée puissante, de nouvelles villes et de nouvelles idées. Les gens parlaient encore le russe, croyaient encore en l'Église et aimaient toujours leur pays, mais ils avaient aussi commencé à se tourner vers l'extérieur. La tempête de Pierre avait changé leur vision. Certains le qualifiaient de héros. D'autres le trouvaient trop dur. Mais personne ne l'oubliait. Il avait pris un pays ancien et paisible et l'avait intégré au monde moderne. Il l'avait façonné comme de l'argile. Pierre le Grand n'a pas seulement dirigé la Russie, il l'a transformée. Sa tempête apporta la peur, mais aussi la lumière. Ses mains bâtirent des navires et des villes. Son regard s'étendit bien au-delà des forêts. Il rêva grand, agit avec audace et fit connaître la Russie dans le monde entier. Le vent qu'il avait insufflé soufflerait pendant des siècles, et la Russie ne serait plus jamais la même. L'héritage de Pierre perdura longtemps après sa mort. Les routes qu'il construisit restèrent solides. La marine qu'il lança continua de naviguer. Les écoles qu'il ouvrit continuèrent d'instruire les nouvelles générations. Même la ville de Saint-Pétersbourg devint un centre de culture, de commerce et d'apprentissage. Tout ce qu'il toucha portait sa vision. Ses réformes avaient transformé les façons de travailler, de s'habiller et de penser. Son influence s'étendit à tout l'Empire. Les futurs dirigeants suivirent nombre de ses idées. Ils développèrent l'armée, améliorèrent l'éducation et accueillirent la science à bras ouverts. Les artistes peignirent de nouveaux styles. Les architectes construisirent de grands bâtiments. Les écrivains explorèrent des sujets modernes. La Russie commença à s'exprimer plus haut parmi les autres nations. Le pays n'était plus perçu comme un pays silencieux et distant. Il s'imposait désormais comme une puissance en plein essor, porteuse d'ambitions audacieuses. L'œuvre de Peter a contribué à relier la Russie au reste de l'Europe. Ces efforts ont ouvert des portes autrefois fermées. Les gens ont voyagé davantage, étudié davantage
et partager leurs connaissances. Si certains regrettaient encore les anciennes coutumes, beaucoup envisageaient l'avenir avec plus de lucidité. Il a démontré que le changement, même douloureux, pouvait engendrer la force. Sa tempête avait secoué le pays, mais aussi apporté la croissance. Et malgré cette tempête, une nouvelle Russie avait commencé à s'élever, les voiles gonflés et les yeux grands ouverts. Les Lumières et l'Empire. Après la mort de Pierre le Grand, la Russie continua d'évoluer. Sa main puissante avait propulsé le pays vers la modernité. Mais désormais, les nouveaux dirigeants devaient décider de l'avenir qu'ils souhaitaient. La prochaine étape décisive fut celle d'une femme nommée Catherine. Elle n'était pas née en Russie, mais venait d'un petit État allemand. Elle épousa un membre de la famille royale et devint plus tard connue sous le nom de Catherine la Grande. Comme Pierre, elle nourrissait de grands rêves. Elle voulait rendre la Russie plus intelligente, plus riche et encore plus puissante. Catherine aimait apprendre. Elle lisait, écrivait à des penseurs célèbres et souhaitait que les gens réfléchissent profondément à la manière d'améliorer la vie. Elle croyait que les idées pouvaient changer le monde. Cette époque de l'histoire fut appelée le siècle des Lumières. Partout en Europe, on parlait de liberté, de science et de droits de l'homme. Catherine apporta ses idées en Russie. Elle s'interrogeait sur les lois, l'éducation et les modes de vie. Elle croyait en un gouvernement fort, mais souhaitait aussi aider les gens à vivre mieux. Elle travailla dur pour construire de nouvelles écoles. Elle ouvrit des bibliothèques. Elle soutint les arts et les sciences. Elle invita des personnalités européennes influentes à visiter sa cour. Son palais regorgeait de musique, de peinture et de savoir. Elle écrivit même des pièces de théâtre et des livres. De nombreux nobles suivirent son exemple. Ils commencèrent à penser différemment, à lire davantage et à échanger sur de grandes idées. Mais Catherine savait aussi que la Russie était un pays immense, peuplé d'une population très diversifiée. Certains vivaient dans de grandes villes, d'autres dans des villages reculés. Beaucoup étaient pauvres, la plupart étaient des paysans et beaucoup étaient des serfs. Les serfs étaient attachés à la terre, ils travaillaient dur et avaient peu de droits. Catherine songea à les aider, mais elle avait aussi besoin du soutien des nobles. Elle ne changea donc pas le système. Elle abandonna les serfs à leur vie difficile. Ce choix allait poser problème plus tard. Catherine voulait aussi que la Russie s'étende. Elle observait les cartes et voyait des espaces vides. Elle voyait des voisins faibles. Elle envoya donc ses armées au sud et à l'ouest. La Russie mena des guerres contre l'Empire ottoman et la Pologne. À chaque fois, elle gagna du territoire. Sous Catherine, la Russie atteignit la mer Noire. Ce fut une grande victoire. Elle offrit à la Russie des ports en eau chaude utilisables toute l'année. Le commerce se renforça et les navires transportèrent les marchandises russes au loin. Elle participa également au partage de la Pologne. La Russie, la Prusse et l'Autriche s'emparèrent alors de certaines parties de la Pologne. Ce partage élargit la Russie, mais suscita aussi la colère de nombreuses personnes. La Pologne perdit sa liberté et de nombreux nouveaux habitants vécurent désormais sous domination russe. Certains étaient heureux, d'autres non. Catherine régna plus de 30 ans. Intelligente, fière et pleine d'énergie, elle rédigea des lois, élabora des plans et tenta d'apporter la lumière dans un pays autrefois obscur. Mais tout ce qu'elle fit ne fut pas juste. Tandis que les nobles s'enrichissaient et devenaient plus intelligents, les paysans restèrent pauvres. De petits groupes se soulevèrent en signe de protestation. Le plus important était mené par un homme nommé Pougatchev, qui se proclamait le véritable tsar. Sa rébellion suscita la peur, mais elle fut écrasée. Par la suite, Catherine accorda davantage de pouvoir aux nobles et moins au peuple. Pourtant, son règne reste gravé dans les mémoires comme une période de croissance et de culture. La Russie s'est imposée dans toute l'Europe comme un empire puissant. Rois et reines étrangers respectaient Catherine. Écrivains et penseurs lui écrivaient. Des artistes venaient travailler à sa cour. Elle a fait rayonner la Russie comme jamais auparavant. À sa mort, Catherine laissa derrière elle un immense empire, fort, fier et plein de promesses. Mais des failles se cachaient sous l'or. Les paysans souffraient encore. Le fossé entre riches et pauvres se creusait, et un jour ces problèmes réapparaîtraient. Mais pour l'instant, la Russie tenait bon. Sous Catherine la Grande, elle était devenue un véritable empire, riche de palais, de tableaux, de poèmes et de pouvoir.
Le vent des Lumières avait soufflé sur ces murs, et le monde l'avait remarqué. L'histoire russe était loin d'être terminée, mais un nouveau chapitre s'ouvrait clairement. Catherine la grande philosophe sur un trône. Catherine la Grande n'est pas née en Russie. C'était une jeune princesse allemande nommée Sophie. Encore adolescente, elle fut amenée en Russie pour épouser le futur tsar, Pierre III. Elle étudia le russe, se familiarisa avec l'Église orthodoxe et s'efforça de comprendre le peuple. Elle prit alors le nom de Catherine et promit de servir la Russie de tout son cœur. Avec le temps, son mari devint tsar, mais beaucoup ne lui faisaient pas confiance. Il était étrange, cruel et faible. Bientôt, Catherine et ses partisans prirent le pouvoir, et Pierre fut destitué. Catherine devint alors souveraine de Russie. Lorsqu'elle monta sur le trône, Catherine était prête. Elle avait lu de nombreux ouvrages et croyait aux idées brillantes. Elle souhaitait être une souveraine au service de son peuple, et non pas seulement une personne qui donne des ordres. Elle aimait lire sur la liberté, la bonne gouvernance et la justice. Elle écrivit des lettres aux grands penseurs européens. Ces penseurs étaient appelés philosophes. Ils croyaient que chacun devait penser par lui-même et que les dirigeants devaient servir leur peuple. Catherine les écoutait et ils l'appréciaient en retour. Ils la surnommaient la philosophe sur un trône. Catherine voulait moderniser la Russie. Elle s'efforça d'élaborer de nouvelles lois équitables pour tous. Elle posa des questions telles que « Qu'est-ce qui fait un bon dirigeant ?» et « Comment aider les pauvres ?» Elle invita nobles, juges et érudits à l'aider dans son projet. Elle espérait bâtir un meilleur système juridique et gouvernemental. Mais la Russie était un très grand pays, avec une population très diversifiée. Le changement fut lent et difficile. Elle croyait en l'éducation. Catherine ouvrit des écoles pour garçons et filles. Elle fit venir des livres et des enseignants d'autres pays. Elle contribua à la création de nouvelles universités. Elle était convaincue que l'éducation permettrait de devenir de meilleurs citoyens. Elle aimait aussi les arts. Elle remplit son palais de musique, de tableaux et de statues. Elle aida les écrivains et les scientifiques. Elle souhaitait que la Russie soit connue non seulement pour sa taille, mais aussi pour sa culture. Mais tous ces rêves ne se sont pas réalisés. Catherine croyait en un gouvernement fort. Elle voulait aider le peuple, mais elle voulait aussi contrôler. Elle parlait de liberté, mais elle accordait davantage de pouvoir aux nobles. Les nobles étaient les propriétaires terriens, et la plupart des paysans travaillaient pour eux comme serfs. Les serfs avaient une vie très dure. Ils devaient obéir à leurs propriétaires et ne pouvaient pas quitter leurs terres. Catherine songea à les aider, mais craignait que les nobles ne se retournent contre elle. Elle ne libéra donc pas les serfs. Au contraire, leur vie devint encore plus difficile. Certains commencèrent à se soulever. La plus grande révolte fut celle d'un homme nommé Yemelyan Pougatchev. Il se proclama le véritable tsar et promit de libérer les serfs. Des milliers de paysans le rejoignirent. Ils brûlèrent des domaines et combattirent l'armée. Mais Catherine écrasa la rébellion. Par la suite, elle se montra plus prudente. Elle accorda davantage de pouvoir aux nobles pour maintenir la paix. Le fossé entre riches et pauvres se creusa, même si elle n'avait pas résolu tous les problèmes. Catherine continua à travailler. Elle envoya des explorateurs cartographier de nouvelles terres. Elle mena des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. La Russie s'agrandit sous son règne. Elle conquit des terres sur les bords de la mer Noire et contribua au démembrement de la Pologne. Son armée était puissante. Ses navires naviguaient au loin. Son nom devint célèbre dans toute l'Europe. Rois et reines la respectaient. Les écrivains la louaient. Elle fit de la Russie l'une des plus grandes puissances mondiales. Catherine régna plus de 30 ans. Elle travaillait dur chaque jour. Elle lisait des rapports, signait des papiers et écrivait des lettres. Elle s'efforçait toujours de réfléchir profondément avant de prendre une décision. Elle n'a jamais cessé d'apprendre. Même dans ses dernières années, elle était pleine de projets. Elle mourut en 1786, et nombreux furent ceux qui la pleurèrent. Ils se souvenaient d'elle non seulement comme une souveraine, mais aussi comme une penseuse, une lectrice et une rêveuse. Catherine la Grande était plus qu'une reine. C'était une érudite. Elle croyait que la connaissance pouvait guider un pays. Elle n'a pas résolu tous les problèmes, mais elle a apporté la lumière dans bien des endroits sombres.
Elle a démontré qu'une femme, avec un livre et une couronne, pouvait changer le cours de l'histoire, descendre au sommet. Le parcours historique de la Russie fut long et semé d'embûches. Il commença dans les forêts profondes, avec ses petits villages, ses maisons en bois et ses rivières paisibles. Au fil du temps, ces villages se transformèrent en villes, et le peuple commença à rêver de quelque chose de plus grand. Il affronta de nombreuses tempêtes, invasions mongoles, guerres civiles, famine et confusion. Des villes furent incendiées, des familles brisées. Le peuple pleura, se battit et reconstruisit. À maintes reprises, il renaquit de ses cendres, et à chaque chute, il apprenait quelque chose de nouveau. Il devint plus fort, plus sage et plus uni. Dès les premiers temps de la Russe, le peuple s'accrocha à la foi, à la terre et à la famille. Il eut des dirigeants comme Alexandre Nevski, pacifiques et courageux. Il eut des saints, des moines et des paysans qui maintinrent leur esprit en vie. À l'arrivée des Mongols, beaucoup pensèrent que tout était perdu. Mais même sous le joug, Moscou commença à se relever, non pas par des paroles fortes ni par des armées, mais par la patience et des choix judicieux. Pierre après pierre, les murs du Kremlin furent construits. Famille après famille, la ville grandit. Les princes devinrent tard. Ivan le Grand apporta l'unité. Ivan le Terrible apporta la peur et la force. Et lorsque le pays tomba en ruine, le peuple s'unit pour le relever. Ils choisirent un jeune garçon, Michel Romanov, pour les guider. Et dès lors, la Russie reprit son ascension. Lentement mais sûrement. Les Romanov apportèrent au pays paix et ordre. Ils apportèrent la stabilité à un pays brisé. Puis vint Pierre le Grand. Il fut une véritable révolution. Il construisit des navires, ouvrit des écoles et donna à la Russie un nouveau visage. Il regarda vers l'ouest et découvrit des idées susceptibles d'aider son peuple. Il transféra la capitale à Saint-Pétersbourg, une ville qu'il bâtit à partir de marécages et de rêves. Elle devint un symbole d'espoir, de force et d'avenir pour la Russie. Pierre entra avec force la Russie dans le monde moderne, mais il laissa derrière lui les outils nécessaires pour construire quelque chose de plus grand. Après lui vint Catherine la Grande. Elle était pleine de lumière et de réflexion. Elle lisait, échangeait avec de grands penseurs et œuvrait à la diffusion du savoir. Elle étendit l'Empire, apporta de nouveaux arts et fit rayonner la Russie en Europe. Mais même, elle se heurta à des limites. Elle ne pouvait résoudre tous les problèmes. Les paysans étaient encore pauvres. Les nobles régnaient toujours avec puissance. Pourtant, l'idée du changement avait germé. Le rêve d'une vie meilleure avait envahi chaque village et chaque cœur. À la fin du règne de Catherine, la Russie était l'un des plus grands pays du monde. Elle possédait des frontières solides, une armée fière et une culture en plein essor. Elle comptait des écrivains, des peintres et des bâtisseurs. Elle possédait une puissance extérieure et des rêves intérieurs. Le chemin avait été long et pénible, mais le sommet était désormais en vue. L'histoire de la Russie ne se résume pas aux tsars ou aux guerres, elle est celle de son peuple. Des agriculteurs qui travaillaient sur des terres gelées, des soldats qui gardaient des frontières isolées, des mères qui priaient pour leurs enfants et des enseignants qui ouvraient l'esprit des jeunes. Ces personnes ont bâti le pays. Elles ont porté son poids dans les périodes sombres et ont entretenu sa flamme quand tout semblait perdu. Des cendres des villes incendiées naquirent des murs de pierre. Du silence des champs en ruine naquirent des chants et des histoires. De la faim et du froid naquirent force et courage. La Russie n'abandonna pas. Elle continua d'avancer, pas à pas, saison après saison. Le printemps succédait à chaque hiver. La lumière s'installa chaque nuit. Et tandis que la Russie se tenait sur la montagne qu'elle avait gravie, elle se retourna vers le chemin qu'elle avait parcouru. La douleur, la perte, le triomphe et la gloire, tout cela faisait partie de la même histoire. Une histoire de survie, de croissance et d'ascension à chaque chute. Ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'un nouveau départ. D'autres tempêtes allaient survenir. D'autres épreuves mettraient le peuple à rude épreuve. Mais ils avaient appris quelque chose de puissant. Ils pouvaient se relever. Ils pouvaient reconstruire, se réformer
et visaient plus haut. Des forêts tranquilles aux dômes dorés des grandes villes, des murmures des saints aux voix des penseurs, du feu et de la neige à la force et à la gloire, la Russie s'était élevée. Descendre au sommet, le chemin fut long. Mais le cœur du peuple, aussi fort que la terre elle-même, continuait de battre. Et ce cœur, empli de souvenirs et d'espoir, les guiderait une fois de plus. L'histoire n'était pas terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer.